Bonjour tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Est-ce que vous avez toujours préféré Splinter au Tortue Ninja? Est-ce que vous détestez ou en fait, vous adorez une infestation de vermine chez vous? Eh bien, le Faction Focus qui suit le Battle Tome Review, en fait, est là pour vous. Ici, on parle du Battle Tome des Skaven. Donc, avec nous, on a, bien sûr, Vincent Pierre. Salut Vincent, ça va bien? Salut. Et on a également un ami de la chaîne qui revient à nous parler, qui est un joueur Skaven de longue date, qui les a joués dans l'univers de Fantasy Battle. Guillaume Berger, comment ça va, Guillaume? Ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, un retour à mes anciens amours. Je commençais Oh. à jouer avec des Skaven. J'avais 14 ans au début dans Warhammer Fantasy Battle. Fait que, oh mon Dieu, ça fait beaucoup trop longtemps. Toi, Alex, comment ça va? Ouais, ça va super, ça va super. On est quand même gâtés ces temps-ci avec beaucoup de nouveaux Battletomes. Beaucoup, on a vu à l'heure de l'enregistrement une nouvelle boîte qui a été divulgachée par Games Workshop avec des luminettes, oui, encore eux, et Zinch aussi. Donc, on s'entend qu'il va y avoir plusieurs vidéos qui vont suivre dans les mois à venir, là, beaucoup de nouveaux contenus, un nouveau GHB qui amène beaucoup de changements aussi au niveau de comment on va jouer en jeu égal. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de contenu à déballer là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Avant de commencer vraiment dans le review du Battletome, Vincent, on a un remerciement à faire. Oui, on veut remercier Le Griffon, la boutique de jeux ici à Sherbrooke, qui commandite la vidéo et qui nous a fourni le Battletome justement pour qu'on puisse vous le présenter et vous l'analyser. Donc, merci beaucoup, Griffon. Le lien va être dans la description. Si vous avez des achats à faire, vous pouvez aller sur la boutique en ligne ou mieux encore, aller sur Wellington, vous déplacer, aller voir la boutique. Ce sera une belle boutique à Sherbrooke. Excellent. Donc, maintenant, on peut commencer dans le review du Battletome. Et avant toute chose, Guillaume, je ne sais pas si tu as l'occasion de faire quelques parties avec les règles qui sont sorties avec les nouveaux Battle Plans du General's Handbook. Mais quelles sont tes impressions générales de ce nouveau livre-là? Je pense que de manière générale, ça vient quand même combler plusieurs petits espoirs que les joueurs Skaven, les anciens, les vieux de la vieille avaient. On maintient quand même la structure de toujours être fixé sur les clans. Il y a des beaux apports qui ont été apportés. Ça fait drôle d'avoir deux nouveautés en même temps. Tu sais, autant le Battletome, le BT, que le GHP qui arrive. Ça fait beaucoup de changements en peu de temps. Ça demande quand même une bonne adaptation aux joueurs. Je pense que cependant, il va y avoir des éléments là, qui vont permettre de se tirer un peu l'épingle du jeu quand même là, dans ce Battletome-là. Il y a des éléments qui sont meilleurs que d'autres, forcément. On va pouvoir repasser ça un peu, là, mais globalement, je pense que même côté histoire d'armée, les règles, comment elles sont construites et tout, là, je pense que globalement, là, c'est une belle réussite là, quand même. Puis, dans le fond, on a été assez vocal sur AOS Geeks, que ce soit Vincent, Yann ou moi-même, en disant que pratiquement tous les Battletomes en V3, je pense que ce qui les distingue vraiment, c'est qu'on a vraiment l'idée que quand on lit le Battletome, les règles, on voit vraiment que ça se colle à la vision qu'on aurait de l'armée. Est-ce que tu trouves que pour les Skaven, c'est quelque chose qui s'applique également? Je pense que globalement, oui. Je veux dire qu'il y a peut-être certains clans que on a fait un petit peu peut-être du réchauffé de ce qui avait été fait avant, mais globalement, oui, on suit un peu toujours cette trajectoire. Je pense que clairement, le Master Clan, le clan des prophètes gris, c'est vraiment celui qui remporte la palme là, de ce côté-là. Mais globalement, je pense que oui, ça se traduit quand même assez bien. Excellent. Donc, est-ce qu'on plonge dans ce fameux review-là avec justement donc les aptitudes d'allégeance, c'est ce qui donne de la couleur en fait au Battletome. Donc, on a trois habiletés qui sont générales, qui s'appliquent au Skaven et comme tu l'as mentionné, là, selon les différents clans, on peut avoir d'autres bonus qu'on peut aller chercher. Donc, on a les trois premières règles. Guillaume, peut-être que tu peux nous en parler. Dirige depuis l'arrière, sauf qui peut, et l'union fait la force. Effectivement, donc c'est quand même il y a un peu des modifications qui ont été faites à qu'est-ce que ça apporte. Globalement, c'est quand même des choses qu'on est habitué de voir pour les Skaven. Donc, diriger depuis l'arrière, tous les personnages, c'est comme un lookout sur, donc attention messire, mais même qui s'applique au grand corps, mais pas pour les héros qui sont des monstres, ce par-là. Les Vermin Lord, par exemple. Exactement, ou Tankwall, par exemple. Donc, très bonne règle, ça c'est très utile. Et en plus, ça respecte bien l'histoire là, de l'armée à proprement parler. Après ça, un sauf qui peut, donc toujours quelque chose qui est distinct. Un héros Skaven n'est pas obligé de combattre quand il est sélectionné pour se battre, il peut tout simplement se retraiter. Donc, très utile. Puis encore une fois, pour les Vermin Lords, c'est très pertinent quand on a des figurines qui ont des mouvements à 10, à 12. On fait exemple un mouvement de 12, on change de 2d6, puis on bouge de 12.
ça peut mettre à mal quand même des plans pour l'adversaire. Puis, après ça, on a l'union qui fait la force, donc modification là, qui était clairement due pour le livre. Là, ça fait un bon changement. Donc, d'ajouter un pouce à la portée par chaque tranche de 10 figurines dans une unit, jusqu'à un maximum de 3. Donc, tout à fait dans l'esprit. Pour la plupart des figurines, c'est quelque chose qui est très bien. Ça permet d'optimiser quand on a un paquet de 60 ou 30 figurines, de vraiment pouvoir mettre toutes les attaques qu'on a. Et on pourra le voir là, dans certains One Scrolls, ça fait quand même une bonne différence. Ça donne un bon apport là, pour plusieurs unités. J'aimerais juste revenir sur sauf qui peut. Ça, c'est le genre de règles qu'il faut connaître quand on est l'adversaire aussi des Skaven. Parce que je me souviens d'avoir joué contre toi, Guillaume, il y a quand même assez longtemps, 2-3 ans. Puis j'avais oublié la règle, puis tu te fais prendre comme joueur parce que tu charges 2 unités, tu actives en premier 1, puis le joueur Skaven active son Vermin Lord, puis il se pousse alors que tu pensais pouvoir le frapper. Donc ça, c'est vraiment le genre de règle qu'il faut connaître dans les BT de l'adversaire parce que sinon on se fait jouer des tours en tournoi, des sales tours. C'est vraiment une belle règle. Puis ça fait aussi que souvent, tu peux forcer la main en causant à ce moment-là la personne assez qu'il faudrait qu'elle tape le héros en premier pour qu'il meure parce que c'est lui qui amène le support. Mais il sait que s'il ne frappe pas la grosse unité à côté, ben, il risque de perdre trop de monde. Fait que ça amène des fois des choix déchirants qui peuvent aller jouer un peu contre la tactique de l'adversaire. Donc effectivement, là, c'est tout à fait ce qui est vrai. On va dire ça comme ça. Absolument. Puis il y a aussi une autre règle, en fait, qui vient chercher cette dimension-là propre au Skaven, donc les fameux clans, donc les grands clans. Donc, si je ne me trompe pas, il y a une mécanique selon les héros que tu vas choisir dans ton armée. Donc, peux-tu nous l'expliquer essentiellement qu'est-ce que cette mécanique-là et surtout qu'est-ce que chaque clan apporte à l'armée? Parfait. Donc, pour la plupart des clans, quand on prend un héros qui est relié à un clan en particulier, ça vient débloquer une habilité qui est, somme toute, bien. Et quand on en prend 3, ça peut être trois héros du clan, c'est pas obligé d'être 3 fois le même héros, ça vient débloquer la plupart du temps une habilité qui est plus complète, qui est plus englobante, si on veut. Donc, après ça, si on le prend, exemple, pour les prophètes gris, les maîtres clans, donc là, on parle, exemple, de Tanquol, on parle du prophète gris à pied sur la cloche, puis on parle aussi du Warp Seer. Donc, déjà, à la base, tous ces personnages-là, si on jette un dé quand ils subissent une blessure ou une blessure mortelle, ont comme une règle intégrée de garde du corps. On va simplifier le tout, là, c'est un peu ça. Donc, sur un 3+, la blessure qui est subie est transférée. Donc, c'est excellent. Dans l'esprit où est-ce qu'on peut perdre facilement les héros, l'esprit que le tir peut être dangereux, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très utile. Puis on pourra le voir après, mais aussi pour les tactiques, les grandes tactiques de l'attaque. Et ça se cumule aussi avec, justement, diriger depuis l'arrière, sauf qu'il peut. Fait que ça rend les personnages vraiment difficiles à aller chercher. Non? Exact. Oui, ça vient vraiment faire une bonne protection. C'est que c'est intégré directement dans la règle des personnages. C'est ça qui est vraiment intéressant. On n'a pas besoin de prendre autre chose. C'est juste, il y en a un à côté. Bon, et voilà. Ça se fait. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux. Et si on en prend 3, on a toujours 3 coups de grippe d'avance. C'est bien ça? Exactement. Puis ça, c'est vraiment une règle qui est tout à fait merveilleuse. Donc, quand on en prend au moins 3 du maître clan, master clan, c'est qu'après avoir choisi, en fait, la première unité qui va courir, si on a un bon résultat, on va pouvoir l'appliquer à toutes les unités de notre armée sans avoir à rouler. Tout le monde va courir de ce résultat-là. Ça se fait aussi pour la première charge. Je pense que c'est vraiment un des points qui est les plus croustillants de cette règle-là. Si on roule, l'exemple, une bonne charge, on roule un 9, ça va s'appliquer à toutes les unités. Donc, on n'aura pas besoin de rouler pour les prochaines. On pourra juste appliquer notre 9. Et ce qui vient mettre la petite cerise sur le Sunday, c'est que on va aussi pouvoir faire un pile-in, donc un mouvement d'engagement de 3 pouces avec toutes les unités. Et ceci ne nous empêchera pas de faire un autre mouvement d'engagement de 3 pouces par la suite. Donc, on va le voir, ça va aider certaines unités. Là. C'est d'une manière un peu comme en sous-couche, on pourrait le voir, mais de pouvoir faire un mouvement, en gros, un autre mouvement de 6 pouces, quand on parle déjà d'une armée qui est, somme toute, assez rapide, c'est sûr que c'est excellent. C'est sûr que c'est clair. Ouais, on voit plein d'applications ici. Aller chercher un objectif, te déplacer plus proche d'un héros que l'adversaire pensait bien caché derrière ses lignes. Il y a tellement d'applications. Double pile-in, dans le fond. Pas de double attaque, mais double pile-in sur tes unités. C'est monstrueux ce que tu peux faire avec ça. La question que j'ai avec ça, en fait, puis tu l'as mentionné, là, c'est très, très restreint. Les héros maître clan, on parle d'un prophète gris sur cloche.
on parle de Tankol, on parle du Warp Seer. Donc, c'est quand même des modèles assez dispendieux. Est-ce que tu penses que les règles, le bonus que tu vas chercher, en allant chercher 3 héros du maître clan, est-ce que tu penses que ça vaut la chandelle? Ben, je pense que oui. Ce qui est un avantage, c'est que presque tous ces héros-là, en fait, sont super bons. Fait que, de toute manière, tu vas vouloir les jouer, les Watch Pro. C'est des figurines ou des règles que tu veux apporter à l'armée parce que c'est qu'ils ont ça en plus de leurs règles qui sont très bonnes. Il y a un petit avantage aussi, c'est que le Warp Seer compte pour 2 pour cette règle-là. Donc, tu peux prendre, exemple, un prophète gris avec un Warp Seer, puis clac, tu as tes 3 figurines. OK, intéressant. Ça, c'est un bel petit avantage aussi du Warp Seer qui vient quand même justifier son énorme coût. Mais globalement, oui, je pense que pour Maître Clan, en tout cas, là, c'est définitivement quelque chose qui est vraiment un plus là, dans l'armée. Puis on va vouloir aller chercher souvent ça. On se dit, OK, ben là, 3 héros, est-ce qu'il va falloir que je joue 6 héros pour avoir toutes mes attitudes puis que ça fonctionne bien et tout? Ça dépend vraiment de la liste. Puis c'est un peu ça là, qui, aussi globalement, on le regarde dans les il va tellement avoir de listes Kevin, puis il y en aura tellement qui vont pouvoir fonctionner. Ça va vraiment dépendre de comment on va vouloir le jouer. Mais clairement, on ne sera pas dans comme une seule façon de jouer l'armée. Là, ça, c'est clair. C'est plaisant, ça. Une belle balance interne. Exact. Donc, si par là-dessus, on passe au deuxième clan, donc qui est le clan Molder, celui donc des expérimentations génétiques un peu. Donc, on a également, même chose, on a création prisée. Donc, qu'est-ce que ça dit comme règle? En gros, c'est qu'au début du premier round de bataille, si on a une abomination d'Amalphos, donc l'espèce de gros monstre qui est un patchwork cauchemardesque de plein de monstres mixés ensemble, elle va pouvoir prendre une mutation. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un maître Molder qui est le général, en fait, de ce clan-là. Elle s'applique automatiquement. Si on a une abomination, on applique ça. On n'a pas besoin de maître Molder. Fait que ça, c'est une petite particularité. La seule différence, c'est que là, si on inclut 3 maîtres Molder, c'est qu'on va pouvoir sélectionner des mutations qui vont s'appliquer à 3 abominations. Fait qu'on peut jamais doubler, puis on peut pas mettre 2 fois la même, on peut pas mettre sur une même abomination plus d'une de ces modifications-là. Donc, c'est quand même un certain, on va dire, réchauffé là, de qu'est-ce qui avait apparu dans Kragnos. Donc, globalement, c'est quand même des mutations qui sont relativement intéressantes. Il y a Behemoth pesant que je trouve étrange un peu, c'est que la figurine bouge toujours de 7 pouces, parce que normalement, elle bouge de 2 des 6, mais qu'elle pourra aussi uniquement charger de 7 pouces. On peut pas lancer pour avoir mieux. C'est sûr qu'elle fait 7, ça fait un peu drôle. C'est tellement rendu différent de ça que ça fait drôle de voir comme une charge fixée à 7. Mais globalement, c'est quand même, ils sont tous quand même assez bien. Les pieux de Malcaire, quand on veut éviter des sorts ou des sorts persistants sur du 4+, de pouvoir le relancer, c'est super bon. Le fait de passer à 16 blessures, une sauvegarde à 4, c'est super bon. L'avalanche de chair aussi, là, ça fait partie d'un des éléments qui fait qu'on utilise l'abomination. Sérieusement, ils sont tous bons. Donc, pourquoi pas en profiter si on décide d'y aller Molder. Le seul défaut, c'est que ça permet pas d'avoir des maîtres à Molder, ça permet pas de venir augmenter d'autres unités que ça. Fait que si on veut pas jouer d'abomination, ben là, on tombe un peu à plat de ce côté-là. Mais ils ont quand même d'autres éléments pour eux. Le clan Molder, il n'y a pas de problème là-dessus. Oh, excellent. Si on passe maintenant au clan suivant, donc qui est le clan Eshin, le clan des assassins, donc ceux qui œuvrent dans l'ombre. Beaucoup avaient d'espoir pour ce clan-là, qui est souvent un des favoris. Est-ce que les fans de ce clan-là ont été servis avec les règles? Ouais, ils sont peut-être un peu comme moi, là, ils sont mitigés, là, je sais. Je pense que ce qui était apporté avant, en fait, par le clan Eshin était meilleur. C'était vraiment d'avoir des reroules, des reroulés des dés. C'était définitivement meilleur que d'avoir des +1 tweet, +1 trou. Globalement, c'est bien quand même. Je veux dire, il n'y a rien de mauvais là. Si on en prend un, on peut choisir un héros et demi en face sur lequel on va venir ajouter un au jet de touche et blessure pour, en fait, les attaques des unités clan Eshin, c'est ce héros-là qui a été choisi. Puis si on en prend 3 et plus, ben, ça s'applique à tous les héros. Donc, okay. C'est très dans l'esprit de l'armée, on comprend bien, ça se construit bien, ça se fait bien. Et c'est dur parce qu'ils sont très chers, par exemple. Les héros du clan Eshin sont très, très, très dispendieux. Fait que de mettre 3 héros pour ça,
c'est pas tout à fait facile à justifier. Puis c'est des unités qui sont vraiment en cristal. Tu sais, ils sont en cristal, là, ils ont juste un t-shirt sur le dos, hein, ils subissent un coup puis ils sont morts. C'est dur à justifier, malgré le fait que ça peut être intéressant. Puis dans un méta où est-ce qu'on se dirige un petit peu plus vers des unités en ligne, dans le nouveau GHB, où les héros ou les monstres ont peut-être moins d'importance, peut-être que ce clan-là aussi en a un peu moins. Là. Donc, ça va rester à voir aussi. Exact. Ouais, ça sera vraiment à voir. On pourra les voir au niveau des Washcalls qui ont été mis à jour, on pourrait dire ça comme ça. On se réserve une petite pépite qu'on pourra repasser tout à l'heure. On en reparlera. Excellent. Le clan suivant, c'est le clan Verminus, un peu le clan donc des seigneurs de guerre. Donc, qu'est-ce que ça dit, ce clan-là? Bien, bien. Il y a un petit changement. En fait, c'est qu'avant, quand on en avait, c'est que ça ne venait pas utiliser une de nos actions héroïques, en fait, pour faire la griffe arc. Fait ça, c'est un peu à contre-cœur, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait dire. Mais ça veut pas dire qu'on va construire une armée autour, en fait, du clan Verminus. C'est peut-être plus compliqué, puis c'est vraiment eux qui ont, c'est les Clanrats, en gros, c'est les Storm Vermin. Fait c'est dur à justifier le fait qu'on prenne l'action héroïque pour faire cette aptitude-là versus avant où est-ce que ça coûte rien. Fait que c'est sûr que là, on se dit, ouais, ben là j'ai beaucoup à payer. Là. Mais en même temps, c'est ça. Fait que, mais il y en a qui sont super, super bonnes. Fait que ça va être un peu, j'imagine, à voir aussi, parce que, tu sais, il y a aussi le concept qu'on aura peut-être moins besoin de soigner nos héros, vu qu'ils sont tellement maintenant protégés. Ben, est-ce que ça vient nous libérer assez notre action héroïque pour pouvoir l'utiliser? Ça peut être pertinent, puis quand on en prend 3, ben dans le fond, les traits de commandement pourront être utilisés par 3 héros. Donc, ça fait quand même que là, l'action héroïque, elle vaut la peine parce qu'on en fait 1 pour 3 versus 1 pour 1 si on en a 1 ou 2. Le clan suivant, c'est un autre là, qui avait quand même beaucoup de joueurs adeptes. C'est le clan Scryer, donc le clan a toutes les créations technologiques avec des roquettes, des rats avec des Gatling guns et sur les petites machines de guerre aussi, les Ratlings. Chez Guillaume, tu es un fan de ces Ratlings-là. Donc, est-ce que le clan Scryer, dans sa nouvelle mouture, a bien traversé? Oui, vraiment. Ils en sont même sortis grandis, on pourrait dire ça comme ça. Donc, globalement, il y a 2 éléments qui ont changé. En fait, c'est que si on prend 3 héros et plus, au lieu d'avoir D3 plus 3 bougies de manière ou des sparks, comme on dit en anglais, ben, ça va être à ce moment-là du D6 plus 3. Donc, bon, intéressant, c'est un bonus de plus. Puis l'autre, les autres, en fait, ça n'a pas changé. Donc, ça permet à ce moment-là pour un sorcier de pouvoir relancer des jets de lancement de dissipation jusqu'à la fin de la phase. On a toujours la chance d'avoir des blessures mortelles, ça n'a pas changé. On peut sélectionner 3 unités qui sont à 13 pouces ou moins de ces héros-là. On peut ajouter 1 aux attaques, des caractéristiques, en fait, quand on tire sur les unités. Donc, encore très pertinent, c'est très bon. Puis, c'est le dernier, en fait, qui a changé. Avant, c'est qu'on pouvait relancer les 1 pour toucher au corps à corps. Maintenant, c'est qu'on ajoute 1 au jet de touche et de blessure. Bon, au corps à corps, là, pour un héros, ça peut être drôle. Si on en a, il nous en reste, puis on écrit au corps à corps, parce qu'on s'entend que c'est principalement des magiciens, ça fait un peu drôle de lire ça. Surtout que c'est pas, on peut pas l'utiliser avec les Verminiacs, les Vermin Lords. Ça fait un peu drôle d'avoir ça, mais bon, si jamais on est in a pickle, ça peut être pertinent ou drôle de l'utiliser. Là, ce que je constate, dans le fond, c'est que contrairement aux autres sous-factions, tu n'es pas obligé d'avoir une armée qui va être toute dans un clan, dans le fond. À chaque fois que tu prends un héros d'un clan, tu vas gagner l'habileté. Puis si tu en as 3 du même clan, tu gagnes l'habileté upgradée ou améliorée. Mais ça fait une construction de liste qui est différente de ce qu'on voit dans à peu près toutes les autres Battletoads. Effectivement. Mais je pense que c'est une bonne décision qu'ils ont pris de ne pas tomber dans l'espèce de phénomène de host. De dire, bon, ben là, je prends Verminus, fait que ça me fixe, puis ça fait que j'ai tac. Non, c'est qu'on peut vraiment aller faire un mix and match, ce qui est vraiment dans l'esprit de, justement, cette construction des clans, qui a toujours été un peu là, dans l'historique là, des Skaven. Là, qui ont comme la manière dont ils l'ont limité, c'est qu'il faut vraiment bénéficier pleinement, il faut avoir 3 héros. Donc là, ça devient quand même assez dispendieux, comme presque tous les Battletoads, les coûts ont augmenté. Là, donc, ça fait qu'ultimement, l'inflation. Ouais, c'est ça. Voilà. La prix des héros ont augmenté, Skaven. Donc, ça nous limite quand même dans nos choix, mais c'est vrai qu'effectivement, on pourrait décider de dire, bon, ben, j'y vais pleinement Scale ou j'y vais mélange de Verminus et Shield. Ça donne une belle flexibilité. Super.
Et un autre clan, en fait, le dernier clan, qui est un autre, qui est quand même assez coloré, qui a même déjà son Battle Tome propre à lui dans la première édition de Age of Sigmar. On parle du clan Pestilence, donc le clan de la peste, en fait, essentiellement, qui avait son allégeance avec Nurgle également. Ça a été retiré, si je ne me trompe pas, des War Scrolls. Est-ce que c'est le cas? Ils ont encore Nurgle. Il y a encore Nurgle, bon, donc ça peut donner des petites des habiletés intéressantes. Donc, qu'est-ce que ça dit, le clan Pestilence? Globalement, les grandes plaies n'ont pas changé, là, à proprement parler. C'est un peu la manière, qu'est-ce qui a changé, en fait, c'est la manière pour prier. Donc, quand on fait les jets de prière, on peut ajouter un au jet pour chaque prêtre de clan pestilentiel qui est entièrement à 13 pouces, ce qui est quand même déjà beaucoup. 13 pouces, c'est quand même très loin. Puis à chaque fois qu'on a une prière sur laquelle on a un 6+, donc on comprend que si on a plusieurs c'est prêtres, le 6+, exact. c'est quand même assez facile. D'autant plus qu'on a +1 pour prier aussi à 3 pouces des Gnorons. Je sais pas en français comment on dit. Donc, on a un autre +1. Donc, ça se cumule assez vite. Et ultimement, c'est que sans nécessairement repasser là, toutes les grandes plaies, ça peut être très bon. Là, dont, il y en a un exemple, la peste différée, c'est qu'on peut relancer tous les jets de prière à partir de maintenant. Ça s'applique jusqu'à la fin de la bataille. Donc, si on joue, exemple, 3 à 4 prêtres, on peut tous avoir des +1 pour les lancer, puis on peut tous les relancer. Si on fait le calcul, on risque de déclencher les grandes plaies. Là, puis la plupart, ça peut faire subir des mortal wounds, ça peut faire qu'on contrôle les héros ennemis. Donc, il y a plein d'espèces de petites règles là, qui peuvent être utilisées. Puis le fait de pouvoir s'additionner entre eux, là, c'est vraiment quelque chose qui est super pertinent. C'est un des clans qui n'a pas de bonus du fait d'en avoir 3 ou plus. Mais si on fait le calcul, on se rend compte que si on en a 3, ça vaut vraiment la peine. Indirectement, il y a quand même un bonus assez intéressant d'avoir plusieurs. Là. J'aime vraiment comment on en vient à en parler, mais j'aime comment ils ont structuré les clans par rapport aux hausses des autres factions. Je trouve que tu as une belle liberté dans la construction de tes listes. Effectivement. Puis, oui, les grandes plaies ont eu un bon bonus, mais le clan pestilentiel, globalement, je pense qu'ils ont fait une belle transition. Ils s'en sont bien sortis mieux qu'à la dernière édition. Globalement, il y a une unité clé, là, les moines de la peste, qui malheureusement n'ont pas monté à un nombre très élevé. Donc, on peut juste les prendre en paquet de 30 maximum. Mais avec le fait de pouvoir avoir l'augmentation de leur portée des attaques, bref, je pense qu'ils s'en sortent bien quand même. Excellent. Donc, règle de légende, c'est quand même assez touffu, même s'il n'y en a pas tant que ça. Le fait d'avoir des clans, justement, comme ça vient créer une bonne quantité. On peut aussi mix and match. On peut, genre, comme tu disais, prendre un héros échine. Ça vient multiplier les possibilités des règles. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, si on tombe dans les optimisations, on a les traits de commandement, puis d'habitude, on est habitué un peu d'avoir donc des tables pour chaque type de héros. Là, on parle d'une table avec des options pour à peu près tous les héros de tous les clans. Sans tomber dans la lecture exhaustive de tout ça, est-ce qu'il y en a qui ont capté ton attention? Je pense que Maître de la magie, pour ce qui est des masterclass, c'est super bon. Donc, on relance les jeux de lancement, de conjuration et de dissipation pour le général. Donc, sachant que certains résultats sont quand même assez durs à atteindre. Par exemple, je prends le Warp Seer, son sort est à 8, mais il n'y a pas de bonus pour le lancer. Donc, ça, c'est écrit, on dirait que c'est marqué mettre au Warp Seer à côté. Donc, c'est super pertinent. Il y a après ça des petites façons, là, des petits artifices de pouvoir aller jouer, comme exemple, tueur sans égal pour Eshin. Ça fait que le héros compte pour deux héros, en fait, dans l'espèce d'habilité là, pour le clan Eshin. Donc, ça, c'en a un qui est intéressant aussi. Eshin en a il y en a comme des très intéressants. L'autre, c'est aussi il peut pas être choisi pour cible tant qu'il est à 1 pouce d'un terrain. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Ça s'applique malheureusement comme principalement à l'assassin lui-même, parce que le Vermin Lord ne peut pas être pris pour cible s'il est plus loin que 9 pouces. Donc, ça serait un peu comme redondant d'avoir les deux sur la même. Mais bref, rapidement comme ça, sur cette page-ci, ceux-ci sont quand même très intéressants. OK, intéressant. Par la suite, donc, est-ce qu'on a d'autres parmi la liste? Parce qu'on s'entend avec tous les clans qu'on a, là, on a beaucoup de choix. Sur la deuxième page, est-ce qu'il y en a d'autres, justement, qui attirent ton attention? Effectivement, il y en a quand même qui sont assez intéressants encore là. Je prends exemple là,
ça dépend un peu qu'est-ce qu'on veut construire comme liste, mais exemple, qu'on a plusieurs Claw Lords, le fait de le voir puissant alpha, c'est que les 2 premières blessures ou blessures mortelles, à chaque phase sont annulées. À chaque phase? Oui, à chaque phase. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que ça peut être bien, ça peut être mis sur un Vermin Lord aussi. Donc, ça commence à être intéressant, sachant qu'on a déjà en plus une sauvegarde à 5+, invulnérable avec. Donc, globalement, là, moi, je trouve que c'est celui qui est quand même très intéressant. Puis les autres, c'est des choses qu'on avait peut-être déjà un petit peu vues auparavant. Superviseur de destruction, c'est celui qui fait le plus mal, qui a changé. Avant, c'est qu'on pouvait utiliser ça pour permettre de relancer pour toucher avec 3 machines de guerre. Maintenant, c'est qu'elle permet de ne pas être détruite et on attend l'unité advenant que l'unité est détruite. Fait que, clairement, on ne jouera jamais ça parce qu'on joue Skaven. Quand les choses se détruisent, on trouve ça drôle. Il faut que ça pète, oui. Ben, c'est ça, exact. Fait que c'est vraiment... on n'en verra plus, en réalité. Fait que, malheureusement, c'est une des grosses pertes du clan Script. Par la suite, on parle des artefacts de pouvoir. Encore une fois, on a une bonne série d'artefacts. Est-ce que, puis moi, je suis celui qui pense que dans pratiquement toutes les listes, on devrait inclure automatiquement l'Arcane Tome. Est-ce qu'il y a d'autres artefacts, justement, dans ce livre-là qui vont nous faire réfléchir ou qui vont nous forcer à prendre peut-être un commandant d'entourage ou un Warlord? Ben, on en parlait un petit peu tantôt. Exemple, je suis vraiment avec ceux qui se démarquent le plus. Je pense que la couronne enragée, donc ça permet de sélectionner, en fond, pour un héros du clan Molder, sélectionne une unité, il ajoute un au jet de touche à toutes les bêtes de combat, toutes les meutes des clans qui sont à 13 pouces. Fait que, si on joue des rogues, clairement, on va vouloir mettre un héros qui va se promener avec ça, surtout avec les autres bonus qui permettent d'avoir. Ils sont tous à 13 pouces. Fait que, on n'a pas à se casser la tête, tout est comme, bon, je suis à 13 pouces, bon, ben, paf, mon unité va avoir plus un pour toucher, plus un pour blesser. Donc, ça va vraiment bien, ça va bien se passer. Puis c'est qu'on sélectionne pas l'unité. Ça s'applique à tout ce qui est à portée. Ça, c'est aussi quelque chose là, qui est quand même très intéressant. Pour cette page-là, je pense que c'est vraiment comme celui-là là, qui ressort le plus, là, quand même. Et puis si on continue sur l'autre page par la suite, celle qu'on voit à l'écran. Bouclier de distraction, ça, c'est quand même intéressant pour les héros du clan Terminus. On ne peut pas être au corps à corps pris comme cible par plus d'une unité par phase. Donc, ça, c'est quand même intéressant si on considère avec ignore 2 blessures par phase. Ça commence à faire quand même une façon de vraiment bien diriger les attaques de l'ennemi. Fait que ça, c'est intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent, bon, lame de corruption, OK, c'est super bon parce que tous les jets pour 6 de blessés, ça fait qu'on a perforation -3 puis un dégât de 6. Ça a l'air super intéressant. Je pense que c'est un piège parce que sur un personnage que ça vaut vraiment la peine, c'est qu'il y a 2d6 attaques. Fait que ça peut être super bon, comme dans le fond, ça peut être comme presque 400 points qu'on a payé pour 4 attaques. Fait que, ça va être en moyenne, on s'entend, tu vas rouler en moyenne un 7 attaques. Là-dessus, un va être un 6. C'est intéressant. Tu vas avoir la brasse de dés que tu vas rouler 4-6, puis tu vas dire ah! Mais c'est ça, c'est très, très situationnel. Sinon, tu vas t'en rappeler toute ta vie, mais tu te rappelleras pas, par exemple, de toutes les autres fois d'avant, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, mention spéciale pour la fiole du fulminateur. Donc, peut-être qu'il y en a qui voient déjà qui me voient venir quand je vais en parler, mais c'est qu'on sélectionne, en fait, dans la phase de mouvement, une unité machine de guerre du clan Skryr qui est à 6 pouces. On double la caractéristique de mouvement. Bon, je laisse ça traîner comme ça. On verra pourquoi ça fait du sens tantôt. D'accord. Super. Maintenant, au niveau de la magie, on a 2 domaines, domaine de la ruine et domaine de la maltension galvanique. On s'entend que domaine de la ruine, c'est pour les prophètes gris et la maltension galvanique, c'est pour le clan Skryr. Donc, est-ce qu'il y a des sorts là-dedans qui se distinguent des autres qui sont intéressants à prendre? Première chose qu'il faut nommer, c'est un des plus gros impacts qu'il y a eu dans Livre Skaven, c'est ça. C'est spécifiquement cette page-là. Le fait qu'il y a certains sorts qui n'existent plus, parce qu'avant le domaine de la ruine, il y avait 6 sorts, puis le fait surtout de plus de ville pouvoir, donc more war power, ne donne plus reroule pour toucher, reroule pour blesser, donne +1 pour toucher, +1 pour blesser. Changement clé là, pour toutes les armées Skryr, c'est vraiment très, très, très important. Puis dans le domaine de la ruine, c'est le fait qu'il n'y a plus le sort qui s'appelait Warp Gale. Ouais. Ça, c'est le gros changement là, qui existe, là, je trouve vraiment. Donc, au premier coup d'œil, évasion, toute bonne armée Skaven a le sort évasion, donc qui permet d'importer un héros à 13 pouces, qui a 13 blessures ou moins à 9 pouces de l'ennemi n'importe où. Donc, c'est toujours très bon.
parce que ça permet aussi d'importer des Vermin Lord. Donc, c'est très pertinent. Il ferait les immortels de pouvoir frapper même si notre figurine meurt quand elle meurt. Toujours très pertinent. Ouais. Pour le class creep, donc plus de ville pouvoir, là, les autres, on va tout simplement passer. Au niveau des prières maintenant, donc pour les prêtres du clan Pestilence, tu l'as mentionné tantôt, on est très, très incité si on joue Pestilence à jouer plusieurs prêtres. Donc, est-ce que les prières valent la peine? Vraiment, sont toutes super bonnes. Donc, ce qui est vraiment intéressant, là, c'est en fait maintenant aussi, il y a des prières qui sont plus versatiles, parce qu'on a ces prières-là, mais en plus, on a les prières sur le War Scroll. Donc, ça fait qu'on a quand même des beaux choix. Si on prend exemple le Rage, le fait d'avoir une à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de l'unité choisie, quand on sait les attaques qu'elles vont avoir, par exemple, les moines des pestes, que si on a des 6 pour toucher, ben c'est une attaque à rending 2. Ben, c'est sûr qu'on va pouvoir prendre ça. Puis, même... cumulons ça avec le nouveau bataillon Bounty Hunter du General's Handbook, ça commence à faire une unité intéressante peut-être. Exact, en plein ça. Puis crasse, quand même assez intéressant aussi parce qu'on ajoute un au jet de blessure. Il n'y a pas beaucoup d'armées qui permettent d'avoir des bonus sur les jets de blessure. Puis peste, ben, c'est une blessure mortelle sur chaque figurine dans l'unité sur un 5+. Donc au final, les trois sont super bons. Donc il n'y a pas de mauvais choix. Puis en plus, on se rappelle que si on les fait sur des 6+, on aura encore des bonus en plus qui s'appliquent. Fait qu'il n'y a rien de mauvais. C'est super bon. Ouais, je constate que ça prend beaucoup d'imagination pour écrire les noms des habiletés des Skaven. Vas-y, un mot, tu le doubles. Et voilà. Voilà. Et maintenant, ça, je pense que c'est quelque chose qui était souvent mis de côté assez rapidement dans les premiers livres de la V3, parce que, bon, on se disait, les grandes stratégies et les tactiques de bataille sont toujours plus difficiles à faire dans les Battle Tomes que celles du General's Handbook. Avec un nouveau handbook, on se rend compte que c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a des grandes stratégies ou des tactiques de bataille qu'on va peut-être être tenté d'utiliser dans notre armée? Ben, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, parce que dans le fond, ils sont reliés à la manière dont on construit l'armée. Donc, déjà, à la base, si on prend 3 héros pour bénéficier du bonus, ben, il faudrait que nos 3 héros, puis là, peu importe le clan qu'on choisit, parce qu'en fait, c'est toute la même chose. C'est juste le nom des héros qui doivent survivre qui est différent. Donc, il faut que ces 3 héros-là, à la fin de la partie, soient en vie. Ben, okay. Si on se rappelle les règles des Master Clans, donc des prophètes gris, qui peuvent transférer des blessures à tout le monde, il y a comme une espèce d'idée là, qui revient. Là. Donc, effectivement, à ce moment-là, les grandes stratégies pour les Skaven, d'après moi, ce serait pas nécessairement une mauvaise chose là, de pouvoir y aller, de dire 3 héros soit du maître clan. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les maîtres clans ou des clans verminus. Donc, si on avait 6 héros, ben, c'est soit l'un ou soit l'autre. Donc, c'est quand même intéressant, ça donne une flexibilité. On a des moyens de les faire survivre. On a des unités qui sont dédiées à être en plus des bodyguards, des gardes du corps. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Ça peut être intéressant. Cool. Bonne grande stratégie, puis quand tu la fais pas, c'est probablement que tu es en train de te faire tabler. Là, c'est rendu ça pas bien parce que tes héros sont tellement bien protégés en Skaven, ça va être difficile pour l'adversaire de toutes les coucher et de t'empêcher de faire ta grande stratégie. Oui, définitivement. En plus, avec les Gnolls, où est-ce qu'on peut les téléporter, les 10 héros, avec les sorts, où est-ce qu'on peut les téléporter, avec les habilités de fuir le combat. Donc, on pile tout ça, on se rend compte qu'il y a moyen là, de faire ce qu'ils veulent, là, de fuir le combat et de survivre. Ouais. Excellent. Au niveau des tactiques de bataille, est-ce qu'il y en a qu'on va utiliser à l'occasion? Ça dépend encore une fois vraiment comment on construit notre armée. Donc, il y en a une un peu qui est pour chaque clan. Celle qui est rapidement, là, on trouve quand même qu'on se dit, bon, ça a l'air pas si compliqué, c'est de réussir à ce moment-là 3 prières par des prêtres du clan pestilentiel. Donc, si on a 3 prêtres qui prient autour d'un hall, qui se donnent des plus 1 entre eux. Puis qui peuvent relancer au deuxième ronde. Potentiellement, ça va bien se faire. Ça devrait bien se faire. Donc, c'est celui-là qui ressort là, rapidement comme ça. Les autres, c'est pas nécessairement facile, puis marque de la mort, on repassera. En frais il faut choisir une figurine, un héros ennemi qui a 10 blessures ou plus. Il faut qu'il soit tué par des attaques qui sont faites par le clan Ishin.
beaucoup de conditions. Là, versus l'autre où est-ce qu'on... De la main gauche. Oui, c'est ça. Ça quand clignant les yeux quand on sur plan. Donc, versus l'autre où est-ce qu'on réussit 3 prières, où est-ce qu'on a un bonus de plus 3. Tu sais, c'est pas la même chose. Non, clairement. C'est ça, l'assassinat, l'autre peut faire Best Day Ever, Finest Hour, excusez-moi. Il y a plein de protections que tu peux avoir. Exact. Et là, on passe maintenant aux nombreux War Scrolls. On commence avec une figurine emblématique, un personnage. Je pense que quand on pense à Skaven, en tout cas, comme toi et moi, on est des vétérans, même nous trois, en fait, des vétérans de Warhammer Fantasy Battle. Je pense que Tankol demeure le personnage peut-être le plus emblématique de cette armée-là. Donc, Tankol, est-ce qu'il y a eu des grosses modifications? C'est un modèle qui est quand même assez... je dirais, polyvalent. On peut le prendre plus corps à corps, plus tir. Est-ce que ça a changé beaucoup dans la nouvelle édition? Non, globalement, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé de par son War Scroll et même au niveau au coup de poing. Donc, il a augmenté comme d'une dizaine de points. Donc, au global, c'est pas du tout problématique. Je veux dire, c'est un sorcier qui peut dissiper 2 sorts, qui peut lancer 2 sorts. C'est un totem. Il y a plus 3 pour lancer des sorts quand il est en pleine forme, donc plus 4 quand il est proche d'un Gnawhole à 3 pouces. Maintenant, le petit changement qu'il y a eu à son War Scroll, c'est qu'au lieu de regagner à la fin de la phase de combat une blessure, il regagne des 3 blessures. Fait que, globalement, il est juste super bon. Puis le pouvoir derrière le trône, c'est quelque chose qui a changé un peu, là, sans dire qu'est-ce que ça faisait avant. Présentement, c'est qu'on peut faire 2 fois la même habilité de commandement pour 1 point. Donc, exemple, tu es immunisé au Battle Shock 2 unités, donc pif paf, tu prends Tank Wall, l'affaire est ketchup, tout le monde est content. Tu es content, ton adversaire non, donc c'est ce qui est vrai, c'est Tank Wall. Globalement, c'est ça. Je pense qu'il est très bien. C'est sûr qu'il faut le prendre pour qu'est-ce qui est bon. C'est pas un personnage qui va aller au corps à corps, chasser des unités complètement détruites. Je veux dire, 14 blessures à 4+. Oui, il y a 5+ de sauvegarde invulnérable, mais c'est pas Arkham. Fait il faut le prendre pour qu'est-ce qu'il peut apporter à l'armée. Je pense qu'il peut avoir un impact psychologique pour l'adversaire. C'est quand même un mouvement au début de 10 pouces. C'est 4 lance-flammes qui en font une légende dans beaucoup de parties, là, qui peuvent lancer, dans le fond, 1 dé par lance-flamme sur un 4+. L'unité, toutes les figurines, l'unité choisie à 8 pouces subissent une blessure mortelle sur un 4+. Donc, c'est 4 dés par figurine, techniquement. Ça mettait même une pression sur l'adversaire de dire, oh, tu sais, là, attention, là, lui, tu sais, ça peut être en gros, t'as comme une espèce de bulle de 18 pouces, parce que, tu sais, mon Dieu, je peux pas aller là, sinon je brûle, ça, puis là, on verra à quel point les choses vont changer, mais ça se parle beaucoup de le jouer avec le Endless Spell de Longshot, parce qu'il est sorcier, puis il peut faire un mouvement de 18 pouces avec ce sort-là, puis après ça, il peut bouger de 10 pouces quand même, il pourrait quand même faire son mouvement. Donc là, ça fait au niveau, parce qu'il y a un tout petit socle en réalité pour sa grosseur. Donc là, ça met une pression vraiment indue sur l'adversaire qui est très, très, très intense. Et pour lancer ses sorts, plus 4, ça va bien se faire. Puis il peut même prendre son habilité de le lancer sur 3 des 6. Bref, je pourrais en parler longtemps. J'apprécie beaucoup cette figurine-là. Il est super bon. Il n'est pas automatique. Il n'est pas à prendre automatiquement dans toutes les listes. C'est un outil parmi une énorme boîte d'outils Skaven. Mais définitivement, je pense qu'il y a la place là, dans beaucoup de listes. Donc, tu le mets sur la table. Oui, définitivement. Il est peint, il est sur la table. Il fait faire des mots de tête à tous les joueurs de Spike, puis il est présent. À tous les joueurs de Horde, en fait que peut-être que dans le méta qui s'en vient, ça va être vraiment bon parce que des unités ennemies avec des modèles à 1 point de vie, statistiquement, tu tues l'unité au complet quand tu utilises ces malflammes. En plus de pouvoir faire un échelle, si tu te fais charger, à la limite. Là. Ouais, effectivement. Deuxième War Scroll, un autre personnage nommé, donc c'est un Vermin Lord qui est nommé, donc Screech. Qu'est-ce que ça dit? Screech, il est bien. Pour vrai, c'est une belle figurine. C'est le Vermin Lord par excellence qui a le plus d'attaques, qui a le plus de rendu au combat. Un outil très versatile. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il peut sélectionner un pouvoir qui s'applique différent. Ça doit être différent. Il ne peut pas reprendre le même au courant de la partie, mais il va s'appliquer à chaque fois. Exemple, plus 1 pour lancer ses sorts, plus 1 pour dissiper pour une phase. Reprendre des points de vie, faire que son attaque devient meilleure, plus de rending.
quand même très versatile. C'est ça qui est intéressant de ce héros-là. Bon mouvement, ça reste un Vermin Lord, donc une bonne sauvegarde, il bouge rapidement. Puis tout ce qui est intéressant aussi, comme tous les nouveaux livres d'armée, ben, les braquettes pour les blessures subies, pour perdre le profil, ont tous été changés. Donc, globalement, là, c'est un super bon héros. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le pouvoir qui permet de donner à tout le monde peut s'appliquer à n'importe quel Skaven autour de lui. Donc, un plus un tweet, plus un tour. Super intéressant, très pertinent, bon héros. Pas trop cher, mais je pense que tous les Verminiacs souffrent un petit peu du même. Tu sais, tous les Vermin Lords souffrent un peu de ça. Peut-être un petit peu trop cher. Souvent, quand on a des héros nommés, le désavantage qu'on a, on ne peut pas leur mettre de trait de commandement ou d'artefact. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est un gros problème avec ce Vermin Lord? C'est pas nécessairement tant problématique. Ce qui fait que ça fait un peu mal, c'est que son sort est quand même balancé. Je vais juste aller vérifier, mais j'ai en prestige en tête sur un 8+, Dreaded 13. Ouais, sur un 8+. Il y a une fois où on va pouvoir prendre un +1 pour lancer un sort. Mais là, on peut pas prendre le relancer là, pour caster. Là. C'est ça qui fait vraiment mal. C'est le défaut de ce héros nommé-là, je trouve. C'est que son sort est très bon. Il se fait à 13 pouces. Mais c'est ça, c'est qu'on n'aura pas nécessairement un bonus pour le lancer. Puis on le sait, là, personnellement, un jet à 8+, là, c'est très facile à manquer. Excellent. Donc, toujours dans les War Scrolls de personnages, toujours dans les Verminarques. Donc, on en a un généralement par clan à peu près, là, sauf le clan Skryr, je pense qu'il n'y en a pas, si je me trompe exact, pas. ouais. On a le Verminarque mystificateur, donc qui est celui du clan Eshin. Donc, qu'est-ce que ça dit? Super bon. Super bon. C'est ce qui fait vraiment, en fait, sa grande, son nom mystificateur, c'est terrible en français, mais ce qui fait vraiment le plus, c'est son sort. En fait, redoutable évasion. Donc, on sélectionne une figurine, lancement à 6, portée de 18 pouces, on prend le héros à 13 blessures ou moins, 13 wounds ou moins, puis on peut le mettre n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 pouces. On regarde son profil d'attaque. Bref, tout le monde sauf ton col. C'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est la menace mentale qui vient avec le fait de jouer un mystificateur sur la table qui fait vraiment mal. Puis en plus, si on se dit, ah ben là, je vais le tuer de loin, ben c'est qu'on peut pas le prendre pour cible si on est à plus de 9 pouces de lui au tir. Ça fait qu'il peut être dans le fond complètement, collé sur un gnome pour avoir un +1 pour lancer son sort. Il se téléporte, puis hop, et voilà, c'est parti, il est lancé. Donc, super bon. Puis tous les Verminiacs, après ça, pour la suite, là, ont tous le même bonus, c'est qu'ils donnent au clan auquel il appartient, à toutes les unités, un +1, excusez-moi, à une unité qui sélectionne, excusez-moi, un +1 au jet pour toucher blessé. Quoi dire d'autre? Il est super bon. Il est super bon, bien qu'il est cher, mais ouais, tu m'attends. Dans la même veine, maintenant, on parle de celui qui est du clan Pestilence, donc le Verminarque, le corrupteur. Est-ce qu'il est aussi intéressant que les autres? Non, lui, je pense que c'est personnel, mais je le mettrais sur la tablette parce que c'est presque 400 points et quand ses caractéristiques sont pleines, il y a 2d6 attaques. 2d6 attaques à 1 pouce de portée sur du 3-3 à -2-2. Pour presque 400 points, là, ça le fait vraiment pas. Là. Son sort est super pertinent, mais encore une fois, ça reste quand même sur un 7+, pas moyen de lancer, tu vois, d'avoir un bonus vraiment sur son lancer. Vraiment dur, là. Vraiment, je trouve difficile à justifier comme coup. C'est pas vers quoi mon choix se porterait. OK. Par la suite, celui donc du clan Verminus, en fait, le Verminarque belliciste. Super beau nom, encore une fois. Oui. Merci Games Workshop France. Qu'est-ce que ça dit? Ben, très bon. Le fait qu'il y ait non seulement, en fait, la boucle de ruine, donc tous les Verminiacs ont ce profil d'attaque-là avec la boucle de ruine, mais il y a aussi le gantelet à pointe. Donc, c'est une attaque, si on fait des 6, en fait, des 6 pour toucher, la caractéristique de dommage monte à 6. Donc, avec un 2 de rending, c'est quand même assez intéressant. C'est qu'il y a moyen que si l'ennemi n'a pas encore attaqué, ben, qu'on ait plus 2 attaques sur tous nos profils. Ça fait que la Vogue tombe à 8 attaques, puis le gantelet à 4 attaques. Ça commence à faire des très bons dégâts. Surtout, couplé avec en fait, excusez-moi, je cherche en français, comme on dit, là.
au cœur de la marée grouillante. Oulala. Donc, si on est à plus de 3 unités Skaven, c'est qu'il va pouvoir relancer pour blesser. Oh. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Tu sais, 3 unités Skaven, ça se fait quand même assez bien. Je veux dire qu'on joue Skaven. Donc, avoir un relance pour blesser, c'est rendu très, 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 très rare. Donc, c'est super bon. Puis quand on a des attaques aussi performantes, on va dire comme ça, c'est quand même intéressant. Donc, oui, super bon. Puis son sort aussi là, est très, très bon. Donc, Puis, si je me trompe pas, au cœur de la marée grouillante, là, c'est pas complètement dans le 13 pouces, c'est vraiment à 13 pouces. Là. Ouais, il n'y a rien de spécifié. Rien de spécifié, ça. effectivement. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vient faciliter grandement, justement, avoir 3 unités. On va pratiquement toujours être, puis j'imagine, est-ce que c'est 3 autres unités? Non. Donc, lui compte déjà pour une. Oui, exact. Wow. Ça. On a une habileté qui permet une relance, puis qui a pas un Holy Within, pas un entièrement à l'intérieur. Ça semble être un oubli de Games Workshop. Là. Ça semble être une règle qu'ils n'ont pas retravaillée parce que des relances, il n'y en a presque plus dans le jeu. Puis la majorité des habiletés qui affectent nos unités à Star sont entièrement à l'intérieur d'une certaine bulle. Exact. Donc, ils n'ont peut-être pas assez vite sur cette charte d'unité-là. Mais, chut. On ne dira pas à personne. Donc, et finalement, je pense que c'est le dernier, si je ne me trompe pas, là, c'est le Verminarque donc, du maître clan, en fait. Là. Donc, le mal prophète, le Warpseer, que tu faisais allusion tantôt. Et tu semblais aussi, encore une fois, très, très intéressé à le jouer. Qu'est-ce que ça dit? Oui, ben, définitivement, là, il reste quand même assez bon. Il a perdu comparé à ce qu'il était avant. Avant, on a démobilisé à 26 pouces toutes les unités Skaven au Battle Shock. Bon. Voilà. Beaucoup de joueurs s'en rappellent. Ouais, c'est ça, je veux dire. On n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que ça fait. On se rappelle du fameux ward stacking aussi, là, que tu pouvais avoir plusieurs 5+, fait que ça finissait plus. Exactement. Là. Donc, non, là, il a été quand même il a été replacé, là, on pourrait dire. Son habileté en avant, en fin du record est quand même assez bonne. Là, donc, ça met que toutes les unités entièrement à 13 pouces, Skaven ont une bravo à 10. C'est très pertinent. Ça reste très bien. Son sort est excellent, là. Excellent. Donc, bon, il fait des mortels, super. Tu sais, je veux dire, ça fait partie du plus, mais c'est vraiment pas pour ça qu'on le prend. C'est que, dans le fond, l'unité qui a été sélectionnée, les jets de course et de charge sont divisés par 2 jusqu'à la prochaine phase des héros. Elle peut pas voler. Voilà, je veux dire, tout ce qu'il y avait à dire est dit. Le seul défaut, justement, on en parlait, c'est que c'est un sort à 8+, il n'y a pas de bonus pour le lancer, mais ça peut être un des personnages sur lequel on met relancer tous les jets pour faire les sorts. Donc là, ça devient très, très, très pertinent là, pour lui spécifiquement. Je veux dire, il s'en sort, encore on ne le prend vraiment pas pour ça, là, mais il peut s'en sortir, puis il a plus à sa sauvegarde avec son arme. Donc, 13+, 3+ d'armure, 5+ ward. Donc, ça en sort quand même pas si mal. Puis il compte pour 2 unités maître clan. Donc, ça, c'est un autre beau petit bonus là, qui est accroché avec lui. Donc, le Verminarque qui est en colmet dans la main, qui garbage joyeusement. Exactement. Dans le verre pâturage. Et voilà, brûlé. Exact. Tout en brûlant quelques non-rats au passage. Et voilà. Oh, rat non-rat. Oui, aussi. Peu importe. C'est bon. Donc, sur la table aussi, j'imagine? Oui, définitivement. Là, on commence à avoir beaucoup d'héros sur la table, par exemple. Je dis ça comme ça. Là. Ça revient cher. Ça revient cher. Mais c'est ça, c'est. Puis on a discuté un peu avec Vincent-Pierre avant. C'est beaucoup de War Scrolls sont très bons. C'est vraiment comment on va construire notre liste qui va tout changer pour le reste de la liste. C'est ça qui arrive. Ben, on a vu ça aussi avec les Nighton puis avec d'autres Battle Tomes. Il y a plusieurs listes possibles à l'intérieur d'un même Battle Tome. Donc, une belle balance interne, c'est vraiment le fun. Pour les joueurs qui ont une grosse collection. Puis, ça fait que tu peux jouer ton armée de plusieurs façons différentes. Je trouve qu'ils ont fait un super travail avec le Battle Tome Skaven, comme avec les Battle Tomes précédents. Un autre héros, encore une fois, très emblématique. Moi, je me rappelle encore là, sur les livres de Fantasy Battle, le livre Skaven, c'était La Cloche Hurlante qui était là. Donc, on a le prophète gris sur La Cloche Hurlante avec un War Scroll là, qui est digne de plusieurs romans de Dostoïevski. Donc, qu'est-ce que ça dit? Globalement, le rôle a vraiment changé. Avant, enfin, on prenait surtout La Cloche parce qu'elle lui disait au Battle Shock à 13 pouces. Bon, on se posait pas la question, on la mettait. Maintenant, ça fait plus ça. Donc, on la prend plus pour ça.
changement notable, c'est la manière d'invoquer un Verbignac. Donc ça a beaucoup changé. Est-ce que ça vaut la peine? Je suis encore déchiré un peu là, par l'unité. C'est pas nécessairement facile à justifier le coût, d'autant plus que les sorts Skaven ont beaucoup changé. Donc, le fait qu'on ait un +2 au lancement, oui, mais en même temps, est-ce qu'on va tant que ça vouloir l'utiliser? Est-ce que la cloche sonnante nous apporte tant que ça? Parce qu'elle est quand même assez coûteuse. Puis de toute façon, le prophète, on peut le prendre à pied. Fait que si on veut vraiment bénéficier d'un bon bonus pour caster, ben, on pourra de toute façon prendre le prophète à pied. Fait que, on la peint parce qu'elle est magnifique, c'est merveilleux, on la sort parce qu'on trouve ça drôle, mais malheureusement, le carillon funeste, il a pris quand même aussi une claque, là, on va le dire comme ça. Avant, il y avait des résultats qui étaient beaucoup plus... c'était sur 2d6 déjà. Donc, on s'attendait à voir comme... On se centrait plus vers le 7, forcément. Là, c'est une chance sur 6 d'avoir n'importe quoi. Donc, pas facile. C'est pas nécessairement facile à... Je trouve que c'est pas facile à justifier, malgré qu'on pourrait avoir des super beaux moments, puis on va s'en rappeler toute notre vie, mais à toutes les fois qu'on va faire comme ça risque de... C'est ça. Fait que je suis pas certain. On la peint, mais on la joue parce que c'est drôle. De toute façon, on commence à avoir beaucoup d'héros qui sont sur la table, donc on a des choix. Et voilà. Exact. Donc, bien sûr, on a son penchant à pied, comme tu l'as mentionné, le prophète gris. Donc, celui-là, est-ce qu'on le peint? Est-ce qu'on le met sur la table? Est-ce qu'on le met sur les tablettes? On en peint 3. On va voir l'habilité du maître clan. On en peint 3, on en met 3 sur la table. Super bon, pas dispendieux. Lance 2 sorts, anticipe 2, peut lancer un sort à 3d6 pour une phase, choisir sur les 2 qui le décident. Il n'y a pas de défaut bleu. Super bon. On le met, c'est sûr que oui. OK. Maintenant, on tombe dans le clan Scryer avec l'architecte-nomage, qui est encore une fois un modèle assez présent dans ces armées-là. Est-ce qu'on va toujours le voir sur les tables? Définitivement. Gros changement, en fait, qui existe pour les 3 itérations des héros là, du transcrit, c'est qu'il n'y en a plus qu'un seul qui peut permettre de faire surcharger un canon Malfoudre, dont l'architecte-nomage ne fait plus partie. Donc, là, présentement, il a baissé de 20 points, ce qui est quand même assez impressionnant, parce que, je veux dire, si on regarde ses caractéristiques, là, autant en défense qu'en point de vie, même cas à corps, pour un héros d'un magicien, il est super respectable. Il lance 2 sorts, il anticipe 2, il peut faire des mortels une fois par partie. Son sort de Maltempête est super bon. Le fait de faire du plus de cache-foudre, super drôle, puis les gens s'en attendent souvent pas. Puis on se rappelle qu'on peut maintenant lancer, avoir +1 pour toucher, +1 pour blesser avec le token de Malpierre qu'on utilise. Super bon, on va continuer à en voir. C'est sûr que oui. Surtout qu'il est moins cher. Donc, c'est sûr qu'on va en voir. Okay. Par la suite, donc, encore d'autres héros là, à pied toujours dans la faction Skryre. Là. Donc, on a l'ingénieur, on a aussi le saboteur. Donc, qu'est-ce que ça dit ces héros-là? On peut les mettre directement dans le même bundle, à proprement parler. Là. Les deux sont très pertinents. Ils ont des rôles qui sont extrêmement différents. Comme on le disait, dans le fond, il n'y a plus que l'ingénieur technomage qui peut permettre à un canon Malfoudre de surcharger. Donc, c'est pour ça qu'on le joue. La réalité concrète, c'est qu'il n'y a pas d'autre raison que ça de le jouer. C'est pas encore qui va faire la différence. Il lance un sort, il peut être pertinent. Puis c'est pour permettre d'utiliser après ça nos tokens de Malpierre pendant notre phase. Donc, pour augmenter les dégâts, ces choses-là. Saboteur technomage avec sa fusée de funeste. OK. Donc ça a beaucoup changé parce qu'avant, on pouvait faire une attaque qui faisait 2d6 de dégâts. Maintenant, c'est du d3 attaques à un performant de 3 de dégâts. Donc, son profil a un peu changé. Globalement, ça reste un tireur plutôt nul. Magicien plutôt nul, mais qui permet d'utiliser quand même les tokens de Malpierre. Puis quand on va rouler une fois, où est-ce qu'on va bien toucher, puis qu'on va faire 15 de dégâts à l'autre, on va rire, l'autre non, puis on va se rappeler cette partie-là tout le temps, puis on va se dire « Hey, oui, j'en joue un », puis les fois où est-ce qu'il va mourir, ben, on va se dire « c'est la règle ». Donc, c'est un peu ça. Mais les deux, ils ont leur place dans des listes là, à construire, là, tout à fait. Les 3 héros Scryer sont très pertinents. Ça reste un rat avec une grosse fusée. Ah ben c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend de ça? C'est ça. J'en prendrais 6. Voilà. Maintenant, toujours dans le Scryer, donc on a bien sûr l'unité qui est peut-être la
la plus emblématique aussi, donc une nouvelle sortie de figurines là, qui avait été dans le monde qui était en même temps que Tankol, donc les Colosses de choc, aussi appelés les Storm Fiends. Donc, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que cette mouture-là est intéressante aussi? Ben, encore plus. En fait, ils ont eu un plus un pour toucher au canon Ratling. Avant, c'était du 4-3. Bon, on se rappelle que la grosse différence, c'est que le spell More War Power fait qu'ils n'auront plus un rôle pour toucher, un rôle pour blesser. Mais il n'en reste pas moins que quand on regarde le profil, plus un pour toucher, plus un pour blesser, on se rend vite compte que ça va être quand même très destructeur. Ça reste des super bonnes figurines. Ça reste des unités très flexibles. Puis avec les changements qui sont produits aussi aux différents Endless Spells, dont le pont des âmes, qui permet d'aller encore un peu plus loin, ben, quand on déplace une unité de 9 colosses, ben, faut savoir faire face là, à ça. C'est vraiment, vraiment compliqué là, à gérer comme unité. Ça a beaucoup de points de vie. Ça n'a pas, une bonne sauvegarde. Ils sont élites aussi. Petit point important qui n'était pas avant. Donc, si on veut se donner un plus un pour toucher, plus un pour blesser, même si on est à l'autre côté du pont, on peut. Fait non, ça reste super bon. Même si le coût est élevé, ultra pertinent, super bon. Excellent. Excellent. Si on passe maintenant à encore des unités, toujours dans le clan Scryer, donc on a bien sûr le canon à Malfoudre et les acolytes, donc deux unités qui étaient, en tout cas, du moins le canon était très, très vu. Est-ce qu'on va le voir encore? Oui. Point. Oui. Pas plus compliqué que ça. Il a baissé en points, en plus. Quand même massif significativement, dû au fait probablement qu'il n'y a plus qu'un ingénieur qui peut lui permettre de surcharger, mais il reste très pertinent, bien que normalement, après 2 ou 3 phases de tir, ben, il est mort. Parce que c'est pas parce que l'ennemi l'a tué, là, je veux dire, il s'est tué tout seul, mais normalement, on espère qu'en moyenne, il aura fait plus de dégâts à l'adversaire qu'à nous-mêmes. Et voilà. Mais d'habitude, ce qu'on se rappelle dans nos cœurs, c'est quand il a marché. Fait que, voilà. Mais pour être super franc, vraiment drôle, super pertinent, mais dans une liste optimisée, j'en mettrais pas. OK. Donc, on le peint. Oui, exact. Ouais, c'est super drôle, c'est vraiment plaisant, mais si on veut vraiment se fier à nos dés, c'est pas ça qu'on va jouer. En fait, si on veut vraiment se fier à nos dés, on joue pas Skaven, on joue d'autres armées. Je pense que oui, hein. Faut aimer particulièrement le hasard quand on joue Skaven. Exact. Ben, puis Alexandre, on en a parlé beaucoup de fois, mais l'armée Skaven, c'est vraiment une armée que il faut que tu saches capitaliser quand ça va bien. Fait que c'est ça qui va permettre que tu aies le edge sur ton adversaire, c'est que quand tu auras ce changement-là ou quand tu sens que le vent tourne, là, faut y aller à fond, puis il faut focaliser. Puis en plus, justement, l'habilité des masterclass, le fait de pouvoir bénéficier d'une charge qui est très élevée, à mettre l'emphase sur cette capacité d'armée Skaven fois 100%, là, c'est sûr que oui. Fait que c'est vraiment ça qui est important. Fait que, c'est bon. Chacun excellent. Les acolytes qui anciennement appelés les globadiers avec des figurines qui datent d'environ 1926. Donc, est-ce qu'il y a encore une raison pour laquelle on n'a pas de nouvelles figurines pour ces figurines-là? Puis on s'attend qu'ils sont même non seulement l'année de fabrication, mais même le design. Hein? Ça fait très 1926. Donc, c'est super bon. Ils ont un défaut, en fait, puis le défaut ne leur appartient pas à eux, mais bien aux règles de base. Ce défaut-là s'appelle redeploy. Donc, ils souffrent de ça parce qu'ils tirent à la distance qui nous permet à l'adversaire de faire un redeploy 9 pouces. Donc, on arrive avec une unité qui est super boostée, qui va détruire n'importe quoi, là, parce qu'on regarde les capacités. Le petit 3-3 moins 2 D3. Ils ont eu un plus 1 pour toucher, qui a été intégré dans leur profil. Puis quand on va tirer sur une cible qui a 10 figurines ou plus, on a un autre jet plus 1 pour blesser. C'est pas dur là, maintenant de mettre un plus 1 pour toucher. On regarde les stats, puis après ça, on se dit on peut même mettre un token de Malpierre pour faire D3 plus 1 de dégâts. Ils vont effacer n'importe quoi, mais ils se rendront jamais, puis ils ont 6 plus de sauvegarde d'une blessure. C'est super bon, mais de toute façon, avoir une unité, ça coûte 400$, une unité de 15, là. Donc, c'est ça. On les joue dans nos cœurs, mais on les joue pas sur la table, malheureusement. Là, en tout cas, ça peut faire partie, là. Ça peut faire partie. Puis, il faut le dire aussi encore une fois, dans une liste où est-ce qu'on joue Skryre, puis
qu'on veut 3 unités de Battle Line, pas cher, on en prend 3 fois 5, c'est réglé. C'est fait. Fait ils ont une utilité, pas nécessairement uniquement pour leur stade de combat, mais bien pour leur faible coût. Encore une fois, on parle, tu sais, Scryer, on s'entend, c'est souvent, c'est ça, Skaven. Je pense que la roue infernale, si la cloche hurlante est une figure emblématique, la roue est tout autant. Synonyme souvent, encore une fois, c'est très drôle pour un joueur ou l'autre, dépendamment. Donc, est-ce que cette roue-là est encore intéressante? Est-ce qu'on va l'avoir sur la table? Si vous jouez contre moi, vous allez avoir 4 à peu près à toutes les parties. Ceci étant dit, je ne suis pas certain qu'on va avoir des tonnes. Si on se rappelle un peu tout à l'heure, dans le fond, il y avait un des objets qui permettait à une machine de guerre de doubler son mouvement. Clairement, ça s'applique là. On va pouvoir faire 4d6 x 2 de mouvement dans notre phase. Ça va être très drôle. Peut-être pas, mais normalement, ça peut être très drôle. Donc, changement primordial, en fait central pour cette figurine-là, c'est le concept en fait de mort roulante. C'est qu'avant, ça s'appliquait quand on faisait notre charge. Maintenant, ça s'applique à tous les mouvements. Tous les mouvements, ça implique aussi les pile-in. Mm-hmm. Ça implique aussi, après ça, la charge. Puis si on se rappelle, avec 3 Master Clan, on peut faire 2 pile-in. Mm-hmm. Fait que, si on place bien les choses, puis que tout marche comme, mettons, sur des roulettes, là, ça fait drôle de dire ça avec ce qu'ils veulent, ce qui arrivera forcément pas. Je veux dire, si tout marche, avec une seule roue infernale, on peut faire 4 D3 mortels sur une unité, ou même des unités. Parce que le règle permet de faire cet effet-là à toutes les unités qui sont à 1 pouce de la roue. Considérant qu'elle est quand même un gros socle, puis qu'on peut faire un pile-in sur plus d'unités, on pourrait s'écraser plein de gens. Bon. Ça, c'est dans la théorie. Puis l'autre idée aussi qui peut être très drôle, c'est qu'en fait, tu peux prendre le sort Levitate, qui est un sort de base qui fait qu'on vole avec une figurine en particulier. Parce que l'effet de mort roulante, ça fait qu'on peut voler par-dessus des figurines qui ont 3 blessures au moins. Mais si on prend le sort Levitate, là, il n'y a pas de limite. On peut voler sur n'importe quoi. Fait que ça fait qu'on peut faire des mortels un peu partout. Mais bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, souvent, c'est qu'on s'électrocute soi-même, on meurt, puis on fonce au combat, puis là, ça fait rien. Mais ça reste super drôle. Fait que je pense que dans une liste qui va construire autour des Doom Wheels, on les peint puis on les joue. Sinon, on trouve ça drôle. C'est à peu près ça. Maintenant, on tombe aussi dans d'autres unités, en fait, fétiches pour toi, Guillaume. Là. Les petites machines de guerre, en fait. Là, on a le lance-feu, on a également le Rattling Gun. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces machines de guerre? Là? Il y a comme 2 aspects à ça. Je veux dire, leurs attaques de base sont tout autant meurtrières. C'est super, super bon. Puis maintenant, c'est que toutes les machines ont comme un peu une différence au niveau de la manière quand on va mettre le plus quelque chose, le plus leur attaque. Ils ont en moyenne à peu près pas de chance de survivre, en fait. Fait que pour le lance-flamme, normalement, comment ça marche de base? On sélectionne l'unité, toutes les figurines à 8 pouces dans l'unité visée sur un 4+, subissent une mortel wound. Puis quand on dit plus, ça tombe à 12 pouces, puis au lieu d'être sur du 4+, c'est sur du 3+. Donc, c'est violent, sauf que la manière dont on meurt, c'est que quand on dit sur du 3+, tous les 1 qu'on roule, ça nous fait une mortel wound. Fait que ça a 3 blessures, fait que clairement, on tire une fois puis il est mort. Mais c'est extrêmement violent, surtout qu'on peut le mettre soit dans des Gnorros, donc on peut se téléporter à 9 pouces, mais on tire à 12, donc il n'y a pas de problème. Ou on peut se cacher dans l'unité. À la phase de tir, on sort, puis là, on tire, on meurt, mais c'est bon. Faut juste s'assurer qu'on tue assez pour le coût que ça coûte. C'est 70 points. Puis être super franc, là, je veux dire, avec des unités de lance-feu dans des parties, il y a pas un lance-feu peut tuer 400 points là, si c'est bien fait. Là. Surtout maintenant sur des 3+. Surtout qu'on peut en cacher maintenant 10. En fait, on peut en cacher un par tranche de 10. Sachant qu'on peut prendre 60 Kenrats. C'est ça. 6 lance-feu. Pourquoi pas. Hein? On va voir qu'on peut mettre 100 points. Oui, mais personne ne veut s'en approcher. Ça. Oui. C'est vraiment intéressant l'habileté plus pour booster ton tir parce que ce qu'on aime comme généraux, c'est avoir des options. Là, tu as une option comme joueur Skaven, le tour où tu dis ça compte vraiment, je sais que je vais le perdre, mais le trade que je vais faire, l'échange que je vais faire va être un échange gagnant pour moi, puis je vais tuer 400 points d'unité, puis je vais perdre 140 points, puis je vais sacrifier 2 lance-feu. Donc, c'est vraiment intéressant à jouer.
Puis c'est un peu stressant à affronter aussi parce que tu ne sais pas c'est quand que l'adversaire va le faire, ce jeu-là. C'est quand que le joueur Skaven va décider, là, all-in, le tout pour le tout, je fais exploser mes machines de guerre, mais je te fais exploser aussi. Tu le disais tantôt, il faut être quand un joueur Skaven, il faut se sentir quand le vent va tourner, quand c'est en notre faveur. Ben, il faut sentir quand est-ce qu'il faut utiliser. Là, on y va all-in, on pète nos machines de guerre, mais on fait tellement mal que là, on va pouvoir s'installer ses objectifs, on va prendre le dessus sur la partie. Oui, c'est ça. Ben, définitivement. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de l'écrire. Très vrai. Puis deux autres, il y a beaucoup de figures emblématiques, mais en tout cas, pour moi, j'ai tellement joué souvent contre des Skaven étant joueur nain. C'est assez épique. Là. Donc, les fameux Jezzel qui ont fait la terreur de plusieurs parties de l'Ouest et aussi le canon Ratling, donc quand on parle de violence brute au niveau du tir. Est-ce qu'on a vu une baisse des Jezzel? Est-ce qu'on va les revoir maintenant un petit peu plus sur les tables? Ça va dépendre un peu d'un fact, en fait, Okay. parce que présentement, dans le livre, ils sont marqués comme artillerie, mais ils sont marqués comme uniques. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas renforcer l'unité. Donc, c'est 3 maximum. Ils ont beaucoup baissé en points, mais à 3 tirs, en tout cas, soyons francs, je ne penserais pas s'il reste à 3. Sinon, parce qu'on vient complètement remplir, si on prend 12 diesel, on prend nos 4 artilleries. C'est pas de Doomwheel, c'est pas de... C'est ça, ça bloque sur autre chose, puis ça fait que si on veut mettre more War Power, puis sur un tweet tool, ben c'est sur juste 3 figurines. Quand on veut mettre nos tokens de Malka, on peut sélectionner 3 unités, avec il y en a une qui s'en bénéficierait pas. Ça va dépendre un petit peu de ça, puis le rôle a quand même changé pas mal. Avant, il y avait un reroll, un relance léger pour toucher s'il bougeait pas. Maintenant, c'est plus un objet de touche. Fait que c'est un peu comme des Stormcast Long Strike à rabais. Mais ils sont moins bons. Fait que c'est pour ça qu'ils sont à rabais. Même moins cool. Moins cool. Fait que, bon. Fait que ça a quand même changé pas mal. Ouais. Ça a changé pas mal, mais ça reste quand même bien. C'est pas mauvais du tout. Ils ont des bonnes statistiques. Et après ça, ben, le canon rapide. C'est merveilleux. J'adore ce unité-là. C'est vraiment merveilleux. Encore une fois, là, ils ont gagné, comme les lance-flammes, comme les autres machines, le bénéfice de pouvoir se cacher dans les unités. Et ça, c'est merveilleux. C'est super bon. 2d6 plus 3 pour toucher. 4-4 moins 1. Bon, drôle. Quand on met plus, c'est que ça tombe à 4d6 plus 3 pour tirer. Sauf que, à fond, si on roule un double, elle meurt après avoir touché. Ce qui est quand même fort probable. C'est 75%. Ou non, 77%. Fait que, bon, on s'y attache pas de toute façon. T'espères juste un quadruple 6 et non quadruple 1. C'est ça, exact. Fait que, pour être super franc, 65 points, je trouve ça un peu... j'ai un peu de la difficulté à le justifier, vraiment, parce qu'elle va tirer une fois, puis 4d6, c'est vraiment, là, tu sais, c'est... Oui, OK, en moyenne, c'est comme 17 tirs, on va se dire en moyenne. Mais c'est parce que ça reste sur du 4+. Puis la grosse différence comparée à avant, ce qui faisait que c'était bon, c'est qu'on s'en rappelle, là, on a parlé de la common habilité, du common trait, qui permettait à 3 machines de relancer pour toucher. Ça n'existe plus. Ben là, on va pouvoir mettre un +1 pour toucher avec alerte attaque sur une machine. On pourra peut-être mettre relance pour toucher, pour blesser sur une, si elle est sortie de l'unité, parce qu'elle ne sort pas à la force des héros quand on peut faire notre sort en plus. Là. Fait que là, ça amène des choix qui sont assez... Pour être super franc, des choix qui sont très difficiles. Elle serait parfaite si elle avait un 3 pour toucher, de base. Ouais. C'est ça qui ferait qu'elle serait juste en pointe, là, je trouve. Là, et là je crois je suis pas sûr qu'on en verra encore, pour être vrai. Donc, on la mettrait davantage. On les peint, en fait. Ouais, ces deux-là, là, je pense qu'on est plus à les peinturer, puis on met 6 lance-flammes. Ouais. OK, pourquoi pas. Pourquoi pas? La ratasphère et la foreuse de Malpierre. La ratasphère. Mon Dieu. Quel nom horrible. Je suis vraiment, comment dire, je suis presque déçu de dire que c'est bon, la ratasphère, maintenant, avec un nom comme ça. Parce que dans le fond, un bon changement qu'il y a eu, en fait, c'est que les lames tourbillonnantes, c'est 2 perforations. Ça a l'air d'un détail qui est relativement anodin, mais il n'y a pas beaucoup de 2 perforations dans l'armée de Skaven. Quand on les a, on capitalise là-dessus. C'est pas super cher.
Puis quand on décide d'attaquer, c'est qu'on peut dire qu'on va se donner 2d6 attaques à la place. Si on roule non seulement un double, mais en plus un 7, une des deux options, elle meurt, forcément. Donc là, j'ai pas fait les stats, mais clairement, comptez-les comme mort. Vous allez avoir 2d6 attaques. Fait que le défaut de ça, ben, le bonus, c'est qu'on peut les cacher dans les unités, puis on la sort quand on a réussi notre charge. Fait que si on a encore une fois notre paquet hypothétique de 60 Kenrat, on sort 6 ratasphères en même temps. T'sais, ça fait quand même beaucoup d'attaques. Ouais. À 2 Drending, là, ça peut faire quand même un bon dégât. C'est juste que ça va pas se synergiser avec mort tourbillonnante. Parce que mort tourbillonnante, c'est qu'on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des lames. Donc, plus un tweet, c'est super bon. Si on charge. Mais si on sort, quand l'unité dans laquelle on a chargé, ben là, on ne compte pas combien on a chargé. Mais au nombre d'attaques qu'on va avoir, si on en a 6, c'est pas très grave. Oui, effectivement. Fait que, ça dépend, mais clairement qu'il va s'en cacher beaucoup, je pense, dans les unités ce qu'ils veulent. Parce que normalement, des guerriers d'éclats, c'est pas ça qui est bon, encore. Mais si tu mets la charge mentale, qu'il y a 4 ratasphères cachées à quelque part qui vont peut-être faire 8 des 6 attaques à 3-3 moins 2-2, peut-être tu penses un peu. Tu as peut-être un peu de pense. Ouais. Et toujours dans la catégorie des beaux noms, la foreuse Amalpierre. Ouais, la foreuse, faut faire l'armée en fonction. Je veux dire, tu sais, comme on n'a pas parlé de la survivabilité de toutes les machines, parce que forcément, on les compte tous, on les compte pas. La foreuse, c'est qu'elle permet de prendre une unité, faire un lead struck. À 9 pouces d'ennemi, point barre. Il n'y a plus d'effet négatif comme on pouvait voir avant. Super bon. Je veux dire, c'est comme une taxe à amener. Puis quand on amène, dans le fond, on place la foreuse à 9 pouces, après ça, on peut mettre l'unité entièrement à 13 pouces et à plus de 9 pouces d'ennemi. Donc, c'est comme un deep strike qui coûte, je me rappelle plus par cœur, 70 à 80 points. Là. Donc, c'est bien. Ça fait ce que ça a à faire parfaitement. Maintenant, on change complètement de registre. On y va avec le clan Pestilence, avec les prêtres de la peste. On l'a dit tantôt, là, quand on joue Pestilence, on veut avoir des prêtres. Donc, au-delà de leurs prières, au-delà des bonus, des grandes pestes qu'ils vont amener, est-ce que leur War Scroll est intéressant? Oui. Globalement, je veux dire, on ne les prend pas pour qu'ils se battent. Là. On veut qu'ils survivent pour faire des prières. Petit point qui est très intéressant, c'est que leur prière à eux, Pestilence, on peut le lancer maintenant sur nos propres unités pour qu'ils puissent guérir de blessures. Donc ça, il n'y avait pas ça avant. Ça, c'est vraiment un point qui est très, très, très intéressant. Le reste du War Scroll, la réalité, c'est qu'on s'en préoccupe peu. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on aurait plusieurs de ces prêtres-là, ben on peut aussi en donner à un de ces prêtres-là la malédiction pour faire sa prière, pour causer des mortels, vu qu'on va avoir plein d'attaques. Ben oui. Ça va être pertinent. Fait que non, super bon War Scroll. Le prêtre de la peste, toujours très bon. Là. C'est une horrible figurine qui est là, qui a peut-être, je pense, plus de 40 ans. C'est Skrull, ça, je pense, à l'ordre du Skrull. Je pense que cette figurine-là est plus vieille que moi. Probablement. Mais bon, elle reste avec son charme, on pourrait dire. Tout à fait. L'autre, on a aussi le penchant, en fait, là, du canon à Malfoud dans la même boîte. On peut l'assembler, canon à Malfoud ou catapulte de la peste. Donc, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on va vouloir le jouer? C'est dur à justifier dans le sens que ça reste quand même que c'est une pièce d'artillerie à 150 points qui a 6 points de vue à 5 plus d'armure. Ça, c'est dur à justifier parce que il y a un coup de vent et elle se démonte. Puis, tu sais, OK, oui, sur les figurines, sur les unités qui ont 10 figurines et plus, c'est 2 des 6 de dégâts. C'est du 3 plus, 2 plus, moins 2. Donc, c'est relativement un bon profil, mais 2 des 6, c'est comme, wow, tu sais, ça peut passer de vraiment... Fait que, pas nécessairement évident, ce serait pas mon premier choix, puis je pense que j'opterais plus pour de la masse à jouer Skaven que des machines de guerre relativement imprécises. Ouais, puis c'est juste un tir, hein. Ça peut aller tellement d'un côté comme de l'autre. Il y a plein de fois que tu vas l'utiliser dans des parties puis elle fera rien parce que l'adversaire va se prendre un all-out defense, tu vas réussir à se protéger quand tu vas le tirer. Tu vas rouler le fameux 1 pour blesser parce que tu es sur 2+. Tu sais, à 100 quelques points, toucher sur du 3+, avec une attaque. C'est vraiment qui te double. C'est vraiment très qui te double. Tu sais, si le dégât, exemple, c'était, je sais pas, 3d3, c'est comme, au moins, j'ai 3. Là, c'est D6, fait que ça peut être 1. Non, puis c'est le fait aussi qu'il y a une portée minimale.
fait en sorte que tu peux juste l'engager puis enlever complètement son utilité, même sans l'attaquer. Donc, pour moi, c'est un petit turn-off aussi. Non, définitivement. Okay. Non, mais si l'engagé, il y a encore des 6 attaques à 4+, pas de Oui, c'est ça. C'est vrai, j'avais oublié ces attaques-là. Ouais, ça sortir. Oui, donc toujours un peu le penchant pestilence du kit de la cloche hurlante. On a bien sûr un prêtre de la peste sur le creuset de la peste, donc une autre figurine qui était quand même très, très jouée. Est-ce que un peu comme la cloche hurlante, elle a perdu un petit peu de son rôle? Qu'est-ce que ça dit? Non, en fait, c'est la seule qui a conservé son rôle. Donc, elle immunise encore les unités Skaven entièrement à 13 pouces pour les tests de déroute. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va le jouer. Il est rendu 335, en tout cas 300 et quelques points, donc très cher, il a monté de 100 points. Mais c'est pas pour rien. Là. Son grand encensoir aussi fait quand même des 3+4 mortels sur une unité à 2+, qui est apportée. Forcément, elle a pleine capacité. Tout comme toutes les autres figurines du clan pestilentiel, moyen ou jet de blessure quand on les attaque au corps à corps. Très bon. Des prières, très bon. Mouvement qui est tout à fait décent, quand même bien au niveau de l'armure. Il y a encore la sauvegarde invulnérable à 5+. Donc, ça en fait une très bonne pièce dans une armée avec le clan pestilentiel, très pertinent. Des bonnes prières. C'est sûr qu'on en plein, qu'on en joue plein. On parlait tantôt des attaques qui font D6 dommages ou 2D6. Là, ici, c'est intéressant, c'est D3+1, D3+2. Elle a une belle charte. Dans le fond, c'est une charte dégressive, c'est une charte dégressive qui est raisonnable, qui est respectable. Puis c'est tellement plus le fun, un D3+4 qu'un D6+1, par exemple. À D3+4, tu sais que tu fais un minimum de 5 dommages. Là. Exact, mortel. Mortel, dans ce cas-ci. Oh, oui. Ouais. Minimum 5, c'est bon. Oui, exact. Puis, ce qui est très pertinent, puis il y a un gros changement, sinon faire la fin sur ce War Scroll-là, c'est qu'avant, quand on avait des clans qui étaient des unités qui n'étaient pas du clan pestilentiel, ça faisait des mortels à 3 pouces, même à nous. Mais maintenant, ça ne fait plus. Donc, ça fait qu'elle vient avoir une certaine pertinence, même à la mixer avec les autres clans. Parlant de clan pestilent, je pense que c'est le pain, le beurre de ce clan-là, les moines de la peste, qui ont longtemps terrorisé les tables avant de recevoir des nerfs quand même assez importants. Donc là, maintenant qu'on a un nouveau Battle Tome, est-ce qu'on va retrouver un peu cette puissance-là d'antan ou on a un War Scroll qui est quand même assez balancé? Je pense que globalement, il est assez bien balancé. Ce qui va faire une belle différence, c'est en fait le fait de pouvoir faire des blessures à 2 de perforation avec des 6 pour toucher. Donc, si on considère là, ce qu'on avait en tête, donc quand ils chargent un toucher une attaque, quand ils sont 30, quand ils sont plusieurs figurines, ils vont avoir une portée à 3 pouces. Donc là, on va pouvoir mettre beaucoup de monde. On peut mettre la prière qui donne plus une attaque en plus. Là, ça fait beaucoup de dés. Donc, avec Death Frenzy qui meurt, on les ramène, ils frappent. Exact. Donc, je pense que ça synergise bien, c'est une bonne unité. Tout seul, pris dans un vase clos, c'est bien. Dans une liste Skaven construite qui fonce au bon endroit avec les bons bonus, définitivement, ça va faire très mal. OK. Excellent. Une autre unité donc qui montre un peu son âge, on va le dire comme ça, en frais de figurines, c'est un petit peu quoi. En fait, parenthèse, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs Skaven qui espéraient avec le nouveau Battle Tome peut-être une mise à jour de ces figurines-là, et comme les joueurs Fire Slayers qui espèrent toujours des nains un peu différents des autres nains, ben ça va aller dans 5 ans. Donc, les ascenseurs à peste, qu'est-ce que ça dit? Bien. Globalement, c'est dur à faire rentrer dans une liste sans se dire, moi, je pourrais mettre plus de moines. Mais leur profil est super bon parce qu'ils synergisent avec les moines. Donc, on ajoute plus 1 quand on charge, on ajoute plus 1 attaque, excusez-moi, on ajoute plus 1 pour blesser si on a des moines pas trop loin. On a quand même un profil qui part à 3+, moins 1, 2 à 3 attaques. Donc, on fait le calcul rapide de se dire, bon, on va être sur du 3+2+, parce que forcément, on aura des moines pas si loin. C'est quand même 18 pouces. C'est pas une petite portée. Puis si, exemple, on leur met spécifiquement à eux, on leur réserve la prière plus une attaque, ben, on commence à avoir un profil de 5 attaques à 3-2, moins 1-2. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Bon, mettons qu'on pourrait les mettre en plus prédateur pour être à 3 de dégâts, pourquoi pas. Ben, ça commence à faire mal, puis pour 5 figurines assez petites, ça prend pas nécessairement trop de place, ça se glisse assez bien, ça bouge de 6.
Ça peut être quand même assez impressionnant, puis c'est pas si cher que ça non plus. OK, intéressant. Là, on change maintenant d'autres clans. Là, on est dans le clan Verminus avec le Griffarque. Donc, figurine assez classique, on le prend surtout pour qu'est-ce qu'il peut apporter comme support, pas tant pour ses attaques, bien que son profil peut être intéressant. Et plus il meurt, plus il est fort, en fait. Donc, à chaque fois qu'il perd un point de vie, il gagne une attaque. Donc, rendu à plein de profils, il y a quand même un profil assez impressionnant. Mais sinon, normalement, la manière dont on va le prendre, en fait, c'est qu'il y a des habilités commandement qui permettent d'immuniser une unité au Battle Shock si on lui fait subir des 3 mortellement. Ultimement, il va être là pour ça. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. C'est un support, mais qui peut être très pertinent. Donc, on en peint un ou deux, puis c'est sûr qu'on risque fortement d'en jouer une fois de temps en temps. Donc, est-ce qu'on le peint? On commence à avoir beaucoup d'héros sur la table, on va le peindre, puis dépendamment de l'armée qu'on va jouer. Exactement, c'est ça la clé, c'est dépendamment de la liste qu'on joue, on va peut-être l'intégrer, effectivement. Ça, en fait, c'est donc un héros là, d'un box set qui provient de Underworld. Et le coût plus élevé se justifie absolument pas là, pour ce héros-là. Là, malheureusement, c'est cependant une très belle figure. Oui. Ça va servir de proxy pour un autre héros parce que les figurines sont magnifiques, mais c'est pas mal le lot de la plupart des figurines de Underworld, malheureusement. Exact. Donc, on tombe dans des unités toujours Verminus, donc les unités un peu plus de base, si on veut, donc qui va faire souvent le pain et le beurre de l'armée. Donc, on a les rats des clans et les vermines de choc, qui sont quand même des unités qui risquent de se retrouver en nombre assez impressionnant avec le nouveau GHB qui met l'accent sur les unités de ligne. Donc, est-ce qu'on va être choyé avec cette mouture-là des rats des clans et des vermines de choc? Ce qui est des rats des clans, définitivement. Je veux dire, en plus, le fait de pouvoir revoir des 3 figurines, c'est à la fin de la phase de déroute. Donc, c'est pas marqué pour votre phase à vous ou la phase des héros. Donc, c'est des 3 parties à chaque fois. Donc, super pertinent. Ça reste super bon si on prend en considération qu'on va pouvoir juste mettre plus d'attaques, parce que si on en a plusieurs, on va avoir une portée qui va être plus élevée. Je trouve super pertinent, c'est pas cher, c'est 100. C'est, pour exemple, pour 20 Clan Rats, on parle de 100 points. C'est vraiment, vraiment pas cher. Donc, en plus, le fait qu'ils reviennent, on veut pas nécessairement laisser en vie. Si on en a juste quelques-uns, puis on les met comme des vétérans qui comptent pour 3 figurines chaque, on en a juste 6. Ah, ben, ça va super vite, là. Donc, c'est sûr que normalement, dans une liste, on va en avoir. C'est pas mal certain. C'est une très, très bonne ligne. C'est sûr qu'elle va souffrir là, du fait d'avoir plus de dégâts. Elle va le subir, là, ce contre-coup-là, dans cette édition-là. Mais les guerriers des clans ont toujours subsisté au travers de toutes les éditions comme étant une battle qui est très bonne. On peut fuir charger. Après une fuite, on va pouvoir charger à cause du porte-étendard. Super bon. Pour vrai, super bon. Les vermines de choc, de leur côté, ont définitivement changé dans leur rôle. Ils ont eu le premier contre-coup du fait de plus pouvoir prendre des unités de 40, parce que c'est des unités à tranche de 10 qu'on renforce. Ils ont un très bon profil, c'est super bien. Ils ont eu un plus 1 pour toucher, là, qui ont bénéficié. Mais maintenant, leur rôle, c'est vraiment d'être des gardes du corps. Donc, quand un héros Skaven subit une blessure, ils peuvent l'absorber. C'est à ça qu'ils servent. En plus, c'est que c'est sur un 4+, puis quand c'est un héros Verminus, on ajoute 2 à ce jet-là. Donc, on va vraiment tout absorber là, les blessures. Donc, ils sont pertinents dans leur rôle, mais je pense pas qu'à leur coût, en plus, parce que c'est quand même 135 points contre 10, je pense pas qu'à leur coût, on va avoir des unités de 30. Fait qu'ils ont un rôle très défini, là, je pense, de garde du corps en paquet de 10, surtout si on a en tête, là, comme on se rappelait, les grands objectifs là, de garder 3 héros en vie, ces choses-là, ils vont être pertinents dans ce contexte-là. Maintenant, on y va on change de clan, donc déjà. Donc, le Verminus, c'était très, très court en frais d'unité. Un autre qui est assez quand même fourni, on y va avec Molder, donc le clan des créations génétiques, les maîtres de meute et les maîtres Molder, donc les 2 héros, entre guillemets, de base. Donc, qu'est-ce que ça dit de ce côté-là? Les maîtres de meute, en fait, c'est comme une unité. Ah oui, c'est les rats. Ouais, c'est une petite unité, là, comme des petits fouetteurs un peu. Là. Donc, ils ont leur place dans la liste, je veux dire, surtout pour faire claquer le fouet.
Le nombre de bonus que ça donne, c'est vraiment impressionnant. Donc, on claque une unité qui est à 13 pouces entièrement. Elle va avoir plus 3 jets pour course, plus 3 jets pour charge. Jusqu'à la prochaine phase de mouvement, on va avoir plus 1 pour blesser. Donc, pour les unités, cependant, qui sont meute Clamauder. Donc, ça veut dire les rogéants et rogues. Malheureusement, pas les Hellpit Abomination. Heureusement pour les adversaires. Donc, c'est super pertinent. Je veux dire, ils ont leur place. Puis c'est que ça peut venir donner un support de pouvoir être sûr de bénéficier de faire claquer le fouet, parce que le maître Molder a aussi faire claquer le fouet. Mais c'est qu'il peut pas être partout à la fois. Donc, si on en a juste 2, ben, on peut prendre un paquet de maîtres d'émeute pour venir supporter ça. Mais clairement, ils servent uniquement à venir donner le support. Parce qu'on les enverra pas au combat, on fera rien avec ça. Ça sert à rien. Outre donner ce bonus-là. Et il aurait fallu rajouter une règle. Hein, et j'imagine mal ces petits rats-là qui sont en train de fouetter les rats-hogs, puis les rats-hogs qui ripostent pas d'aucune façon. Il aurait fallu que, genre, chaque fois qu'ils fouettent, ils subissent des 3 blessures mortelles ou quelque chose comme. Mais c'est clair, il me semble, le rat-hog, il se claque. En tout cas. Ouais, ben, normalement, ce qui existe, en tout cas, dans les historiques et tout, c'est que les rogs ont des limitateurs. Ouais. Fait que c'est un peu pour ça, mais définitivement, c'est sûr que dans le fond, on en joue 3, mais la réalité, c'est que la maître d'émeute, on doit probablement les jouer en paquet de 30, puis à la fin, il en reste 3. C'est comme ça que ça doit se passer dans les règles. Puis Maître Molder, il y a eu quand même un bon, des fois on parle d'un glow-up à quelque part. Ça reste un Warscroll qui est vraiment, mais vraiment pas cher. On parle 100 points et moins. Donc, on se rappelle un peu tout ce qu'il n'y a pas. Donc, on peut soigner à ce moment-là des meutes des clans Molder, fait que on peut leur redonner des blessures, on fait claquer le fouet, et on peut utiliser l'aptitude de commandement si l'unité, dans le fond, si le maître Molder est sur le champ de batteur, on leur sélectionne une unité de meute clan Molder, projet. Sur un 3+, on remplace l'unité au complet. Dans le fond, celle qui vient de mourir, on la remet sur la table, et on la place, dans le fond, entièrement à 12 pouces du maître Molder, puis à 9 pouces d'ennemi. Les rogéants, OK. Les rogues, on va les voir tantôt. Ramener des paquets sur 3+, ça risque d'être intéressant. Et forcément, c'est marqué qu'on ne peut pas remplacer l'unité déjà remplacée. Parce que là, il ne faudrait plus d'aider. Donc, définitivement, c'est un bon Warscroll. Il n'est pas extrêmement résistant, mais il ne faudrait pas. Parce qu'il découle à décupler vraiment la force des unités qui accompagnent. Donc, ça serait un peu n'importe quoi qui soit intuable, bien que, comme on se rappelle, il y a plein de moyens de protéger les roues, ce qui est vrai. Tu l'as mentionné tantôt, en fait, les bonus du clan Molder s'appliquent aux abominations de Malphos. Donc, encore une fois, des modèles là, qui sont vraiment intéressants, qui ceux-ci sont plus modernes quand même, relativement parlant, ce Kevin parlant. Donc, est-ce que ce modèle qu'on va voir sur les tables? Je pense que oui, si on joue du Molder, on va vouloir aller jouer un peu du côté de l'abomination de Malphos, spécifiquement pour avalanche de chair. Donc, quand on charge, en fait, même pas quand on charge, quand on attaque, on sélectionne toutes les figurines d'une unité en face de nous à 3 pouces, puis on fait des blessures mortelles quand t'as plein profit sur du 2+. Si on a chargé, on relance ce dé-là. Sachant qu'on va peut-être avoir des masses en face de nous avec le nouveau GHB, clairement, on va vouloir la prendre. Pas si dispendieuse que ça, elle n'a pas monté en point tant que ça non plus dans le nouveau livre Skaven. Donc, je pense que c'est une belle pièce, peut bien fonctionner. Si on se rappelle des pouvoirs aussi d'en mettre à 16 blessures, 4+ d'armure, commence à faire peur quand même comme monstre, c'est pas rien. Qui peut revenir. Oui, c'est ça, effectivement, qui pourrait potentiellement revenir avec des 6 points de vie. Gros défaut, 2d6 de mouvement. C'est vraiment c'est là que le bas blesse, c'est pour ça qu'elle n'est pas plus dispendieuse que ça. C'est dur de baser une liste là-dessus. Puis c'est sûr que il y a un peu le défaut que si on commence à jouer Molder, c'est comme l'escalade de l'engagement. Fait que si on se dit, je vais jouer Molder, je vais mettre une abomination, je vais bénéficier du pouvoir. Je vais mettre 2 maîtres Molder. Et là, si on se dit, si j'en mets 2, pourquoi j'en mets pas 3? Parce qu'après ça, si j'en mets 3, ben, je peux booster 3 abominations. Et si on a 3 maîtres Molder, ben, on va mettre 3 abominations. C'est parce que là, on vient de mettre beaucoup de points. En même temps, il va falloir quand même les coucher. Il y a 3 abominations, parce que c'est pas simple non plus à tuer. Ça peut faire, c'est encore une fois, c'est un peu comme l'impact mental que ça peut avoir de faire autant de blessures. C'est quand même des bons, c'est quand même des perforations à -3. Là. Il y a certaines attaques c'est un très bon profil. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est un jeu de dés, puis malheureusement, l'abomination, parfois peut en partir, quelqu'un.
surtout encore une fois dans un méta où on va avoir peut-être beaucoup plus d'infanterie, ben, Avalanche de chair peut avoir sa place, puis avoir vraiment une redondance à ce niveau-là, avoir 3 abominations, ben, au moins une risque de se rendre, peut-être 2, puis faire vraiment du ravage. Ça a quand même sa place. Exact. Donc, parlant encore une fois de vieilles figurines, donc on a les rats ogres ou les rats ogres, bien sûr. Nous sommes Age of Sigmar. Et les nuées de rats, donc pour compléter un peu là, le clan Molder, est-ce que ces figurines-là, on va les jouer? Les rogues, parce que je me refuse à dire Rattlers, les rogues, clairement, ça, c'est une des unités qui a eu une méchante montée là, au niveau de son War Scroll. En fait, c'est que dans l'itération Kragnos, c'est qu'on avait des moyens de leur donner des mutations qui venaient augmenter leur profil. Fait que là, ça n'existe plus. Mais c'est presque toutes les mutations ont été mises dans le profil, en fait. Ils ont eu plus un mouvement. Leur canon à Malflamme, là, qui est pas extrêmement long, mais qui est définitivement meilleur que ce qui était avant. Ils ont aussi un plus 1 pour toucher. Donc, ils ont plus 2 blessures par figurine comparé à ce qu'il y avait. Ils ont plus 1 de sauvegarde comparé à ce qu'il y avait avant. Donc, leur profil a vraiment comme beaucoup augmenté. Leur coût en points aussi. Donc, ils ont passé de 95 à 140. Mais une unité de 6 rolls, c'est quand même 36 points de vie à 4 plus d'armure. Chaque 6 pour toucher donne une attaque de plus. Puis on se rappellera aussi de tous les bonus qu'on peut bénéficier. Là. Donc, on se rappelle que quand on leur donne un coup de fouet, on va avoir plus 3 pour charger, on va avoir plus 1 pour toucher. Si on prend aussi l'espèce de couronne, on va avoir un plus 1 pour blesser. Donc, on va avoir 4 attaques à 2 plus, 2 plus, moins 1, 2. C'est quand même pas si mauvais que ça pour une unité qui bouge de 7 pouces. Puis après ça, il y a certains objets qui permettent aussi de leur ajouter des attaques à cette unité-là. Ils peuvent devenir Battleline, parce que maintenant, à chaque fois qu'on a un héros d'un clan, une unité de ce même clan-là peut tomber Battleline. Donc, il y a certaines conditions là, qui sont inscrites dans les profils. Donc, avoir cette unité-là en Battleline peut être aussi intéressant là, après. Là, ça vient débloquer quelque chose. Puis les nuées de rats, ben, c'est une figurine qui existe, mais qu'on n'achète pas, qu'on ne peint pas. Ça fait des beaux dioramas, voilà. Qui est sur les tablettes, là, devant d'autres figurines qui sont sur les tablettes. Oui, exact, c'est ça, qui est sur le site de Game Workshop, c'est correct. J'avais dit que c'est la fin du clan Molder. C'est pas vrai, il reste les rats géants qui sont d'autres figurines. Je t'écoute, Guillaume. Oui, ben, ça pourrait être super bon, parce que de base, en fait, c'est qu'ils ont 2 attaques chaque à 4-4 avec une caractéristique de rending, de perforation à 1. Si on a 3 et 5 figurines, si on en a plus de 6, c'est 2 de perforation. Fait qu'on regarde le profil, on fait comme, ben, c'est ridicule. Mais si on en a 18, dans le fond, ça fait qu'ils ont une portée de 2 pouces pour attaquer chacun. Ça fait quand même que tu as 36 attaques à 4 plus, 4 plus. On se rappelle que quand on les fouette, en fait, ce serait à 3 plus, 3 plus, 2 de rending. Là, on fait comme, hein? Mais fait que ça fait un peu drôle, mais en même temps, ils n'ont pas de sauvegarde. Bon, fait que clairement, on les prendra pas nécessairement pour ça. C'est 60 points pour 6. Donc, bon, je pense que ça vaut la peine d'en prendre des paquets de 6. Puis ce qui est pertinent, c'est aussi, on se rappelle, c'est que intégré dans le coût des unités Molder, il y a le fait qu'on peut les ramener sur des 3+. Comme l'unité de rogue qu'on parlait tantôt, à 36 blessures à 4+, elle meurt, zut, bon, ben, elle revient sur un 3+. Il y a quand même cette charge-là aussi de se dire, ouais, OK, là, je vais vraiment affronter de la vermine qui va revenir, puis qui va revenir, puis qui va revenir, parce que si on prend, exemple, 4 paquets de 6 pour aller chercher les objectifs, courir à gauche, à droite, mélanger un peu l'adversaire, ben, elle meurt, ben, elle revient sur un 3+. C'est pas mauvais, effectivement, il y a un peu cette redondance-là dans les unités Skaven. Maintenant, si on tourne le focus vers le clan Eshin, je me trompe pas, c'est le dernier clan, en fait, là, qui nous reste à couvrir, avec d'ailleurs la plus récente figurine, le Maître Mort, là, qui est sorti dans la boîte avec les Sylvanettes. Donc, qu'est-ce que ça dit, ce héros-là? La figurine est merveilleuse, oui. Mais c'est pas un assassin. C'est ça. Mais un héros de combat à 100 points, ça le fait jamais. Et c'est pas une exception à la règle. Il le fait pas. Puis malheureusement, il est 165 points. Fait qu'il il fait vraiment pas. Il a perdu certaines de ses habiletés du fait de quand il sort, il peut attaquer. On peut pas le cacher dans n'importe quoi non plus. Fait que
vraiment dur à justifier, là, surtout par son coup. Surtout par ça. Fait que, le fait de faire des 3 blessures mortelles sur tous ces jets de touche non modifiés, c'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant. Mais ultimement, c'est pas un assassin quand tu dis que tu as une attaque perforante à -1, D3 de dégâts. À 5 attaques 3-3, OK, oui, avec ton bonus Session, tu vas avoir 2+2+, mais c'est pas une perforation 1 qui va faire une différence. Je veux dire, avec un profil comme ça, tu vas avoir de la difficulté à tuer un magicien à 5 blessures. OK. C'est ça. C'est pas un assassin. Okay. On est encore une fois dans un warband de Underworlds. Est-ce qu'on a le même traitement? No. Ça, c'est le warband qui fait exception. Je le joue dans toutes les listes. C'est pas compliqué. Okay. Là. C'est sûr que c'est joué dans toutes les listes. À fond, c'est la combinaison, l'utilisation des deux ensemble qui fait que c'est super bon. Déjà, la première affaire, c'est que dans le fond, Slink, il est comme un assassin normal, c'est juste qu'il y a une attaque de plus. Bon, déjà, why not, dans le fond. Il y a une attaque de tir de moins, mais une attaque de corps à corps de plus. Fait encore une fois, il fait des D3 mortels sur des 6 hits. Sauf que la différence, c'est que si cette unité-là, donc on parle de l'assassin, est à 1 pouce des 4 autres, comme figurine avec laquelle il frappe en premier au corps à corps. Après ça, après s'être battu, il peut fuir avant que l'ennemi frappe. Fait que, voilà. Je veux dire, je n'ai pas besoin de plus expliquer qu'est-ce qui fait que c'est bon. Là, on pourrait se dire, ouais, mais là, il faut qu'il se rende. Allons voir la meute griffe. Donc, la meute griffe, c'est que, au lieu de le déployer sur le champ de bataille, on peut dire que Slink et meute griffe se mettent ensemble, on-side. Et à la fin de la première phase de mouvement, on peut les mettre entièrement à 6 pouces d'un élément de terrain et 6 pouces d'un ennemi. Vraiment bon. Donc, si on fait le calcul rapide, déjà là, c'est super bon. Et en plus de ça, la meute griffe ont le même effet que Slink, donc des 3 blessures mortelles sur tous les 6 pour toucher et pour blesser. Même au tir. Là. Ça commence à rentrer, puis ils ont 4 attaques chacun, je me trompe pas, là, au tir. Ouais, ben, mettons, il y a un des 4 qui a une fronde. OK. Plus Slink. Ouais, exact. Plus Slink a ses 4 attaques. Après ça, au grand corps, dans le fond, c'est tous les profils un à la suite de l'autre. Et la réalité, c'est qu'on risque de tous les lancer en même temps parce qu'on veut juste les 6. Mais tu sais, ça fait quand même beaucoup d'attaques. Oui. Beaucoup d'attaques. Puis en plus d'avoir beaucoup d'attaques, c'est qu'on peut juste rentrer, attaquer, fuir. Exact. L'affaire est ketchup, puis après ça, meute griffe meurt. Je veux dire, c'est presque sûr que tu auras détruit le support que tu veux détruire. Puis c'est 225 points. On peut se dire, ah ouais, c'est cher. Mais on se rappelle qu'un assassin tout seul, c'est 165 points. Puis l'équivalent à peu près de la meute, c'est 105 points. Mm-hmm. Et voilà, les gagnants. Ouais. Et voilà. C'est la charge mentale, encore une fois, puis c'est beaucoup ça, l'oppression, quand tu joues Skaven, de pouvoir faire comme hey, dans cette manche-là, j'ai 35 tours, puis dans l'autre, ben tu le sais pas. Il y a un peu ça d'avoir un peu, encore une fois, de se dire, ben là, tu vas tellement vouloir boucher ces héros, coller les décors au coup que tu arrives. Tu peux déjà avoir une influence sur son déploiement. Tu n'as même pas commencé à jouer, tu as juste dit, hey, en passant, je joue Slink. Donc, c'est déjà un plus. Puis apparaître à 6 pouces de l'adversaire, ça fait que ta charge, tu l'as réussi ça va être à peu près 60% des fois, là, sont 65 dans ce coin-là. Sans compter une relance potentielle aussi. Ça, vu que c'est une relance. Puis en plus, c'est quand tu arrives, mettons, tes 8 tirs sont quand même à 12 pouces. Tu arrives à 6, mais tu peux tirer à 12. C'est déjà encore un petit plus. C'est pas mauvais. Pas mauvais. Cool. Intéressant. C'est le fun de voir des unités Underworld qui ont une utilité, qui a une pertinence aussi. Bonne, ouais, effectivement. Donc, si on tombe dans les unités de base maintenant du clan Eshin, bien sûr, donc on a les coureurs d'égout et les coureurs nocturnes, donc les 2 unités de base du clan. Donc, est-ce que ces unités-là sont intéressantes? Les coureurs d'égout sont bons, sont très chers, très chers, 105 points pour 5. Ça peut être Battle Line si on prend un héros qui est Eshin. J'avais beaucoup d'espoir que ça soit. Je pense que c'est pas aussi bon que ce qu'on aurait espéré, mais c'est sûr que ça peut être bon. Là. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de l'unité est 6, la cible subit des 3 mortelles blessures. C'est bon, là, quand on regarde leur profil, ils ont 3 attaques pour tirer, 2 attaques pour corps à corps, et ils se font toucher, puis ils implosent. C'est ça qui arrive. C'est vraiment
de cristal, ça peut être bon. Puis les coureurs d'égout qui sont des figurines qui ressemblent à des babouins, c'est bien, c'est 90 points pour 10. Le jet de touche non modifié fait des 3 blessures. Puis là, sorry, là, je pense qu'il va falloir mettre juste peut-être un moment qu'on va couper. Parce que dans le livre en anglais, c'est pas de 3, c'est 1. Ouais, ben là, tu pourrais le mentionner, par exemple. Il y a peut-être une faute dans le livre en français, parce que c'est le livre en anglais d'habitude qui prime. Ouais, c'est ça. Parce que moi, si c'est des 3, je te garantis que je l'échec. Donc, ouais, c'est ça. Alors, on peut constater, en fait, dans la mouture française, il faudra voir qu'est-ce qui prime ou quel fac va ressortir. Seulement, si on parle, en fait, de faire une blessure mortelle pour les jets de 6 pour toucher. Donc, tandis que là, on voit que c'est des 3. Donc, justement, la bande de slip, c'est ce qui fait qu'ils sont un peu au-dessus. C'est qu'ils ont gardé leur D3. Tandis que si on voit ici que c'est encore D3, malgré qu'en anglais, c'est 1. Donc, petit point qui sera à éclaircir, parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus de joueurs qui vont jouer Eshin si ça demeure des 3 blessures mortelles. Parce qu'on fait le calcul rapide, à 90 points, ça revient pas très, très cher pour pouvoir faire les armes de jet Eshin, pour faire des D3 mortels. C'est essayer de pomper le plus possible de 6, d'en prendre 2 paquets de 30, de pouvoir faire ton mouvement au début de 2D6, puis après ça, commencer à tirer, parce qu'en plus, on peut courir-tirer avec les unités de coureur nocturne et coureur d'égout. Bref, ça sera à voir. Mais ultimement, si ça reste à 1, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu dispendieuses. Ils sont très, très, très fragiles. Si c'est des 3, ça va être très bon. Ça va être intense de jouer comme ça, parce que ça va être quelque chose qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts, mais qu'on va pouvoir tuer d'un coup. Ça va être quitte double, probablement. Et on tombe donc finalement dans les War Scrolls des sorts persistants. On a le rat de vermine, qui était toujours un sort persistant que j'ai détesté affronter. Est-ce qu'il a changé un peu? Oui, on ne l'affrontera plus. En fait, c'est que maintenant, ça fait des dégâts aussi au Skaven. On comprend la logique derrière, mais c'est pas ça qu'on veut. Fait que, c'est ça. Fait que, je pense que non, il n'y a plus nécessairement sa place. Les sorts persistants ont comme tous un peu changé. Le vortex malfoudre aussi, la grosse différence qui existe. Excuse-moi, tu l'as mal nommé, c'est le vortex caradron. Oui, excusez. Peut-être juste la précision. Ouais. Oui, c'est ça, le vortex de malfoudre volé. C'est que maintenant, c'est une différence qui a l'air anodine, mais quand on l'a joué beaucoup, on se rend compte que ça fait une bonne différence. C'est que maintenant, c'est les unités à 3 pouces qui peuvent plus courir. Versus avant, c'était 6 pouces. Ça fait quand même une différence qui est assez significative. Et l'autre différence, c'est qu'avant, les unités qui étaient à 6 pouces ne pouvaient pas voler. Maintenant, c'est disparu. Donc, rien qui empêche de voler. Fait que c'est quand même des différences assez significatives. Le coup en point est correct. Il va être à jouer, à tester un peu et tout, là, mais il perd un peu sa place là, de prédilection. Parce qu'avant, il y avait un aspect contrôle. Là, oui, dégâts, mais surtout contrôle. On le mettait au milieu de la carte et ça faisait un triangle où si la personne voulait juste jamais aller. Là, ça change peut-être un petit peu. Donc, à voir. Alex, toi, tu vois le Warshall, puis tu es un joueur Caradron. Est-ce que les Caradrons continuent de mettre dans la bouteille pour le jouer? Tu sais, non. Puis même, en fait, je sais que Loïc est un joueur du Québec là, qui joue Caradron pur et dur. Lui, l'inclut toutes ses listes. Puis tant mieux, je pense qu'il a développé vraiment une bonne tactique avec. Mais juste dans la précédente version, que chaque pylône devait être à plus d'1 pouce de modèle ennemi, déjà là, ça le restreignait beaucoup. Je sais pas, je pense pas. Je pense qu'on risque beaucoup plus de voir le Purple Sun in a Bottle pour enlever 1 d'armure, même si on ne peut pas le contrôler, là, parce que c'est pas un wizard qui va faire le sort persistant. Mais enlever 1 d'armure, je pense pour plusieurs unités, pour une armée de tir, je pense que ça va être très persistant. Donc moi, je pense que d'autres sorts qui sont devenus peut-être plus intéressants que juste des blessures mortelles, qui sont encore une fois sur un jet de dés, puis plus difficiles à placer. Fait que, moi, je pense pas. Ouais. Non, je pense que c'était pas mal la dernière mouture, le dernier livre. Le Vortex, je pense que c'est pas mal la fin. Ce qui n'est pas nécessairement triste pour les joueurs qui l'ont affronté. Ça va faire du bien de voir de quoi de différent. Il y a pas, je regarde à mon sac de sympathie, puis je pense que pour les joueurs non Caradron, il n'y en a pas vraiment. Non.
Et finalement, le dernier sort pestant, en fait, la cloche de l'Apocalypse, qui était une super belle figurine que personnellement, j'ai jamais vue. Je sais que tu as joué un peu, mais je l'ai jamais vue. Oui, Donc, effectivement. Je l'avais joué dans la mouture où est-ce qu'il était bon. Présentement, parce que l'effet est super bon. Ça immunise au Battle Shock entièrement les unités qui sont à 13 pouces. On se dit ça, on regarde ça, on se dit comme waouh, c'est super bon. Mais c'est une valeur de lancement à 5. Fait qu'on la met, après ça, on se la fait enlever, et c'est fini. Fait avant, qu'est-ce qui faisait que c'était bon? C'est que c'était pas entièrement à 13 pouces. Fait on la mettait dans le fond de la carte, où est-ce qu'elle n'était pas à portée pour dissiper. On faisait une ligne de Skaven. Il y avait un qui se rendait, on était immunisé, l'affaire était ketchup. Maintenant, la cloche de l'Apocalypse, la seule chose qui est apocalyptique, c'est son coût en points, 60 points. C'est trop élevé. Oh ben, next. Ça marche pas, ça sert à rien. Ben, je vois du coup. À moins qu'on joue contre des Fire Sayers spécifiquement, qu'on sait qu'ils n'ont pas de magicien, ben là, c'est ça. Fait malheureusement, on s'en sert pour faire un décor. OK. Et finalement, donc, l'élément de décor gratuit qu'on a, donc les trous de vermine, les fameux 3 trous de vermine, est-ce que le mode d'emploi a été modifié ou c'est encore la même chose? Un petit peu modifié. Moi, je dirais que globalement, ils sont mieux, en fait, parce qu'avant, on pouvait utiliser un trou pour se téléporter. Maintenant, on peut utiliser les 3 trous pour se téléporter. Fait que ça, c'est vraiment pertinent. Dans la même phase, on n'a plus besoin non plus d'être guidé par un héros pour être téléporté. Ah, intéressant. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et maintenant, pour augmenter, en fait, la valeur de lancement et la valeur des invocations pour les prêtres, c'est à 3 pouces au lieu de juste 1. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Sinon, le reste, c'est relativement pareil. Là. Donc, c'est des changements simples, mais qui, d'après moi, vont faire quand même une bonne différence. Déjà, moi, je veux dire, je m'en servais vraiment beaucoup, autant pour l'interportation que pour les bonus que ça apportait. Mais là, c'est qu'on se dit, on peut le mettre à 8 pouces. Après ça, on peut le mettre à 3 pouces, notre héros, qui a quand même un boost. Et tout ça, de calculer après ça, de dire, OK, ben, mais de l'espèce, des choses comme ça. C'est super bien, là, vraiment bien. Okay. Puis le 3 téléporte, ça va faire qu'on va voir des positionnements de Truterman qui vont être vraiment différents. Donc, Guillaume, on a entendu War Scroll. Je pense qu'on voit à quel point là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça, c'est un signe d'une belle balance interne, plein d'unités qui a du potentiel. Toi, tu as pris une approche un petit peu... tu l'as dit toi-même, un peu buffet, en fait. Là, on va regarder avec un petit peu tout ce qu'on peut mettre. Donc, quelle liste que tu nous présentes aujourd'hui pour le nouveau Battletoads Skaven? Une liste, en fait, de l'indécision. Donc, on va intégrer à ce moment-ci plein d'éléments qui n'ont pas nécessairement rapport ensemble. Puis, on va essayer de faire fonctionner ça d'un tout. Puis après ça, on va mettre le meilleur représentant de cette comme stratégie-là, Tankwall, dans la liste. Fait que quelqu'un qui dit, écoute, on va tout mettre ça ensemble, puis si ça marche pas, c'est pas de ma faute, dans le fond. Fait que c'est un peu ça. On commence, dans le fond, avec des héros de différents clans qui vont permettre de prendre des battle lines qui vont être reliés à leur clan. Fait que le Master Molder, à ce moment-ci, que lui, va se faire donner un artefact, la Rabbit Crown, donc la couronne qui donne les bonus chez blessé. Donc, c'est sûr que lui, si on met un Maître Molder, on va mettre après ça en battle line, donc des rogues. Puis si on prend des rogues, pourquoi en prendre 2, pourquoi en prendre 4, si on peut en prendre 6? On va en prendre 6. C'est sûr qu'on va le rouler un peu avec justement le Maître Molder pour qu'il puisse donner ses boosts, qu'il va les fouetter, qu'il va peut-être les ramener. Donc, il y aura ça qui va fonctionner un peu ensemble. Après ça, on va amener Tankwall forcément. Après ça, on va amener un Clawlord qui, lui, de son côté, va pouvoir aller tuer des rats pour les immuniser au Battle Shock. Vous direz pourquoi pas tuer des rats pour bénéficier d'autres rats. Après ça, on va avoir 2 Gracier pour avoir avec Tankwall 3 Master Clan pour pouvoir bénéficier là, de 3 Class Step Ahead. Donc, il y a un des prophètes gris à ce moment-là qui va se faire donner comme objet le Skaven Group. Donc, on sélectionne une unité à chaque tour. C'est pas une fois par matin. À chaque tour, on peut sélectionner une unité pour lui donner +1 au niveau de ses attaques. Donc, ça synergise très bien avec les rogues. Et quand on donne ça à l'unité, l'unité va subir des blessures mortelles. Mais le Maître Molder, on se rappelle, peut les guérir aussi. Donc, il y a comme un petit quelque chose qui se passe là. Puis, à l'autre Gracier, l'autre prophète gris, on va se faire donner Death Frenzy pour être sûr de pouvoir que les figurines qui meurent vont pouvoir riposter quand même. Après ça, on va y aller avec un Death Master, parce que pourquoi pas. Et ce Death Master-là, dans le fond, on va lui donner
un Arcane Tome pour qu'il soit magicien. Puis comme magie, on va lui donner Flaming Weapon. Parce qu'on se disait, bon, les attaques qui font des trop de dégâts, c'est passé, fait qu'on va lui donner des trop plus sûrs. Puis pourquoi il donne un Arcane Tome? Ben, on va y revenir tantôt. Après ça, en Battle Line, on a 4 Battle Lines. 20 Clan Rats, 40 Clan Rats, les 6 Rats grâce au Might Molder, 10 Gutter Runner grâce à l'assassin. Les Gutter Runner, on se rappelle, on va pouvoir aussi les faire apparaître dans le tour 1 chez l'ennemi. Donc, ça vient quand même mettre à mal un peu certains plans de déploiement. Et on va prendre aussi Luncheon de Soul Seeker comme spell endless, soit pour mettre ou le Deathmaster, qui est maintenant un magicien grâce à l'objet. Donc, il va pouvoir faire son 18 pouces, après ça, faire son mouvement de 7 pouces, utiliser son Flaming Weapon, aller poignarder, parce que de faire rentrer Tankpool dans un petit espace, c'est pas nécessairement facile vu sa taille de base, mais faire rentrer un Deathmaster à quelque part, par exemple, ça peut être un petit peu plus facile, parce qu'il y a une base qui est tout petite. Donc, un petit point, un petit plus à ce côté-là. Là, ben, j'ai été, à ce moment-ci, mettre beaucoup de bataillons pour pouvoir justement avoir tous ces artefacts-là. Ces artefacts qui sont quand même pertinents dans les listes où est-ce qu'ils peuvent être bien utilisés. Donc, de pouvoir avoir le Maître Molder sans sa couronne avec les rods, ça fait moins de sens de pouvoir avoir à ce moment-ci un prophète gris qui ne peut pas faire bénéficier de ses objets. C'est un peu ça. Puis comme on en a discuté à plusieurs reprises, je crois pas que les Skaven sont une armée qui ont un problème à jouer deuxième. On a tellement de façons de pouvoir diverger ou de faire changer ou de pouvoir mettre des tactiques différentes que ça ne sera pas nécessairement grave. On est mieux de pouvoir bénéficier à fond Léon de tous les objets qu'on pourrait avoir dans une liste pour se supporter. Puis, à la question, est-ce que c'est la meilleure liste Skaven? Non, clairement pas. Clairement pas. Que je regarde cette liste-là, je me dis, OK, il y a 1000 moyens de la démonter. Mais ça va être vraiment drôle. Puis ça va être de pouvoir, parce que c'est ça, comme on le disait aussi au début, on arrive avec un nouveau livre dans un nouveau GHB. Donc, présentement, ça va être le temps de tester ces choses-là. Ça va être de voir, OK, qu'est-ce qui me permet de vraiment pouvoir faire les tactiques de bataille? Qu'est-ce qui va vraiment pouvoir me permettre de contrer celle de l'adversaire? Donc, on est un peu dans cette période encore un peu tampon d'utiliser une armée, en plus dans un nouveau, dans une nouvelle méta à quelque part. Donc, bref, à voir, mais là, on teste tout en même temps, dans une seule liste, on y va. Puis Guillaume, tu as dit le mot méta justement en conclusion de review. C'est très tôt, puis surtout, c'est jumelé avec la sortie d'un nouveau General's Handbook qui va venir changer un peu la donne. Comment tu perçois la place de ce livre-là? Comment tu penses qu'il va s'insérer dans le méta actuel de la V3 avec ce livre-là et le nouveau General's Handbook? Je pense que si les dés répondent à ce qu'on veut, ça va être un super bon Battletome. Parce que c'est ça ce qui est là. C'est quand ça fonctionne bien, ça va super bien. Les parties, on roule, on fait comme OK, ça va y aller. On sait déjà que ça va bien se passer. On envoie la bataille, on envoie notre figurine à un endroit, ça fait vraiment l'effet qu'on veut, puis après ça déboule. Globalement, je pense que ça va se balancer. Ça va être quand même dans un fat middle, dans un milieu de livre, parmi les autres Battletomes, dû à cette chance-là. Parce qu'on va en remporter, mais presque tous les War Scrolls ont cette capacité à s'auto-détruire. Donc, des fois, ça va juste se retourner contre le joueur. Puis même si on a le meilleur plan de bataille, que c'est super bien fait, qu'on a un beau déploiement, voilà, ça aura décidé autrement pour nous. Donc, je pense qu'ils vont être dans un milieu. Mais, par exemple, la différence avec beaucoup d'autres Battletomes, c'est que ça va être mémorable. Fait que ça, c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça que la plupart des joueurs Skaven jouent Skaven. C'est pour ces moments mémorables-là de faire comme, mais ça n'a aucun sens, puis c'est ridicule. Mais c'est ça qui fait la beauté de jouer Starfield. Oui, exact. Puis c'est de la façon dont je vois ça. Puis tu sais, Vincent, tu pourras aussi commenter là-dessus, mais tu sais, je pense que c'est pas une armée qui va être oppressive en général. Tu sais, oui, t'en colles dans l'ochon de Soul Seeker, ça peut être oppressif dépendamment de ce qu'on joue, là. Mais tu sais, je pense que ça va bien s'insérer dans le méta. Ça va être compétitif, mais sans être dominant. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Je pense aussi, mais tu as quand même dit le mot magique. Le Tankol, il fait quand même très, très peur. Là, pour moi qui aime jouer des hordes avec des modèles à 1 point de vie, ça
élimine, ça annihile tout ce que ça va toucher. Mais non, je pense pas que ça va être une armée qui va être oppressive. Là. Quand il était sorti en V2, le livre il avait été vraiment beaucoup trop fort, en fait. Là. Il avait dominé le méta pendant une certaine période. Là. Il y avait eu des nerfs, on en a parlé un petit peu dans la review. Je pense pas qu'on va avoir ce problème-là. Je pense que c'est un livre solide, la V3, comme les autres livres qu'on a vu passer avant, qui a des forces, mais tu l'as bien mentionné, Guillaume, mais il y a aussi des faiblesses, notamment, t'es très, très dépendant des dés, peut-être plus que d'autres armées. Ouais, puis je vais être un peu, juste pour revenir un peu sur ta liste, là, très, très déçu de ne pas voir de machine de guerre, Guillaume. Ah, ben franchement. Là, je joue dans la tête des gens. Je joue dans la tête des gens, ils s'attendent à ce que je joue peut-être ce liste-là quand ils vont me voir. Mais là, j'arrive avec 4 wins. Ou j'arrive avec comme. Parce que j'en ai vu une passer une liste avec ça, mais 15 ratassements. Mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais c'est le fun de voir qu'il y a beaucoup de possibilités. Là. Je pense que les joueurs Skaven vont être choyés d'avoir vraiment des options, à l'instar des joueurs Fire Slayers avec leurs 3 unités depuis 5 ans et plus. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur l'émission, Guillaume, avec ton bagage impressionnant de connaissance du livre Skaven et des Skaven en général depuis leur création. Merci aussi, Vince, pour tout ça. Donc, merci à vous aussi d'avoir pris le temps d'écouter ce review-là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour la visibilité de la chaîne. C'est toujours apprécié. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du livre Skaven? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous mécontent? Est-ce que vous pensez qu'il aura sa place dans le méta actuel? N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Et sur ce, bon wargaming.